Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien évidemment YouTube. Je suis encore et toujours Ciné2Ga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que je voulais depuis un bout de temps, spécialiste même de l'animation. Il s'agit nul autre que de Je vais ciné faire. Comment vas-tu ? Bonjour Touga, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Ça fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles qui ne te connaîtraient pas ? Moi c'est Johan, alias Je vais ciné, je parle de films et d'événements que je vois en salle de cinéma. Je suis un fervent défenseur du cinéma physique, donc se déplacer en salle pour voir des jolis films ou pas d'ailleurs. Et voilà, et du coup je suis sur Insta et et mon site web principalement. Ton site web, c'est quoi son nom ? C'est jevainciné.fr tout simplement. Et ben voilà, tout comme son D'où le nom. FR de mon nom. D'où le FR de Je vais ciné FR, mais je pensais que c'était plus pour Instagram, mais non, c'était aussi pour un site. Voilà, vous pouvez aller sur son site Je vais ciné FR, où on retrouve quoi d'ailleurs dans ce site web un petit peu. Principalement mes articles, mes versions longues du coup, où je développe vraiment mon avis sur les films. Et aussi des événements, donc je parle des événements que je vois en salle, et quelques articles de blog aussi sur les thèmes du cinéma, alors pas trop d'actu, mais en tout cas de sujets un peu plus analytiques. Et aussi, comme je l'ai dit dans ta présentation, grand fan du cinéma d'animation. Hein, Exactement, c'est vrai. T'en fais une grosse part quand même de ta cinéphilie. Grands adeptes, bien évidemment, de festivals, hein, ou même du festival. Festival, oui. Donc de festival, bien sûr dédié à l'animation. Tu peux nous faire une petite liste là, vas-y, fais-nous un peu l'étalage des différents festivals que tu as déjà pu faire. Alors, en animation, en termes d'animation, j'avoue, je fais que celui d'Annecy chaque année, le Festival international du film d'animation à Annecy. Celui-là, vraiment, je le couvre de façon journalistique, on va dire, depuis 2018. Ouais, 2018. Oui, à l'époque, j'étais en fait pour le blog d'un copain qui parlait de court-métrage, et du coup il avait besoin de quelqu'un qui parle de film, donc c'est comme ça que je bossais pour lui, et du coup lui il ne pouvait pas me payer, mais il me payait en accréditation. Donc c'est comme ça que j'ai pu commencer à aller à Annecy, bien que Annecy je connaissais grâce à mes études, où j'ai eu la chance déjà d'y aller, et là du coup j'y vais vraiment en tant que journaliste, donc je peux couvrir l'événement, voir les films en avant-première, les films en compétition, revoir tous les gens qui sont liés à l'animation, que j'ai bossé aussi dans l'animation, donc je connais un peu des gens. T'as bossé un peu dans l'animation, on y reviendra peut-être un peu après. T'as un épisode, un petit peu, mais ça va être d'être intéressant. Et du coup, pour cette année, Annecy, c'est acté ou pas trop ? Ça y est, oui, j'ai mon accrède, j'ai mon logement. J'ai commencé mon petit planning, même si tout n'est pas encore annoncé à l'heure où on enregistre. Et voilà, je suis au starting block. Surtout que cette année, il y a la Cité internationale du film d'animation qui ouvre, qui est donc un espace dédié entièrement à l'animation de façon permanente toute l'année. Et donc comme ça transforme officiellement Annecy comme capitale mondiale de l'animation. Ça c'est bien ça c'est très bien, ça me donne envie d'aller y jeter un petit coup d'œil à Annecy, un de ces quatre. Voilà, pour voir cette petite... tu seras le bienvenu, c'est un très chouette événement. Eh bien, j'espère en tout cas. Dans tous les cas, et peut-être faire aussi le festival d'Annecy un jour aussi, c'est un des festivals que j'aimerais bien faire, bien évidemment, parce que l'animation, c'est quand même très, très cool et très super. En tout cas, il ne faut jamais arrêter de louer, bien évidemment, c'est bien fait. Voilà, petit point, voilà, revue classique... voilà, on t'a un petit peu présenté, mais là on rentre dans le vif du sujet. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On est là aujourd'hui à travers le projecteur pour parler de ton film préféré, mais on veut savoir quel est ton film préféré. C'est lequel ? C'est vrai ça. Eh bien, c'est Jurassic Park. Ah ouais ? Et non, c'est pas du tout ça. Et non. Enfin, si, c'est un de mes films préférés, mais là, on est venu pour parler de The Film, Le Géant de Fer. Le Géant de Fer, donc réalisé par Monsieur Brad Bird, sorti en 1999 et nous raconte l'histoire d'un jeune garçon du nom de Howard Hughes qui passe le plus clair de son temps devant le téléviseur, mais alors qu'il regarde une de ses émissions favorites, l'image se brouille subitement. Et là, il aperçoit que son antenne a été arrachée. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il remonte peut-être la piste à ce fameux coupable qui lui a arraché cette antenne. Et là, il découvre, stupéfait, au milieu de la forêt voisine, une gigantesque créature métallique prête à dévorer
la centrale électrique. Mais au final, Hogarth va sauver cette géante créature métallique et les deux vont peut-être tisser une sorte d'amitié. Mais attention, une ombre plane derrière, car il y a peut-être l'armée qui n'est pas si loin en cette période de guerre froide. Je ne vais pas dire de plus sur ce résumé du géant de fer. Et avant de commencer un petit peu, il fallait que je le dise. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas revu Le Géant de Fer. Ça devait peut-être être un des films les plus lointains que j'ai pu voir de ma vie et que je n'avais plus revu. Donc ça devait faire quoi, plus de 20 ans que j'avais plus revu le film, donc quand même, ça date. Et ben merci, Johan, de m'avoir refait revivre ce film à l'âge adulte, parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Mais, et tu t'en doutes, tu connais la première question, je pense. Hein, tu as révisé un petit peu, donc tu dois la connaître. Tu es préparé. Comment tu l'as vu, la première fois, et quelle en fut l'expérience vécue? Eh bien, je l'ai vu pour la première fois tout simplement au cinéma quand il est sorti, donc en 99, pas tout jeune. Alors, je sais pas si je l'ai vu vraiment au début de sa sortie ou peut-être en janvier, tu vois, de l'année d'après. En tout cas, je l'ai vu au cinéma à sa sortie et c'était très bon moment. Que vraiment les histoires d'amitié, moi, j'aime beaucoup, surtout que c'était très à la mode à l'époque. On en voit dans plusieurs films. On va dire, c'est pas un trope, mais c'est en tout cas une base d'histoire qui est assez répandue. Et bah surtout moi, fan de science-fiction, les robots, le futur, tout ça, moi c'est quelque chose qui me passionnait déjà très très jeune. Donc là, voir un petit garçon qui devient pote avec un robot, forcément ça m'a fait rêver. Du coup, ouais, je l'ai vu au cinéma en pellicule à l'époque. Il y avait encore des cinémas pellicules. Pour l'anecdote, je l'ai vu à Voiron, qui est vraiment la ville la plus proche de chez moi, où il y a un cinéma. Et je me rappelle très bien de la fin notamment, où mon père m'a tout simplement dit « Oh bah il y aura une suite ». Bon, on va pas dire que mon père est pas très visionnaire, là, le père un petit peu pour le coup, pas très visionnaire. Voilà. Il a un peu raté son coup pour ce coup-là. Mais on pourrait y croire. On pourrait y croire un petit peu quand même. On pourrait y croire, mais avec la fin indique un peu une suite, mais ah bah ça ouvre, ça ouvre une suite, une nouvelle aventure, mais bon, malheureusement le film n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'est quand même assez particulier parce que oui, le caractère assez exceptionnel de ce que tu me dis dans le fait de l'avoir vu au cinéma en 99, c'est quand même déjà assez exceptionnel parce que le film, pour bien se rendre compte, a eu beaucoup de problèmes. Warner a dû réduire son temps de production de moitié, donc faire d'énormes économies et a donc sacrifié complètement sa promotion. C'est d'ailleurs le dernier film de studio Warner Animation, donc qui était du coup qui voilà avait sorti d'autres projets avant, dont notamment Space Jam en 96, mais il y avait donc Le Géant de Fer qui était arrivé juste derrière, et il est arrivé, mais le film avait un tel manque de visibilité que Le Géant de Fer fait un bid monstre au box-office. Tu fais partie quand même de ces rares personnes qui l'ont vu au cinéma pendant sa sortie quand même. C'est quand même assez fou de se dire ça, alors que c'est... J'avais 7 ans, a priori. A priori, t'avais 7 ans. 99, oui, j'avais 7 ans. T'avais 7 ans, et tu fais partie... Et en sachant que moi, quand j'étais petit, on n'allait pas beaucoup au cinéma. Et en plus, on y allait une fois tous les 2-3 mois, quoi. Comment c'est venu l'idée de se dire on va aller voir ce film? Pourtant, voilà, quand je vous explique, c'est qu'il n'y avait vraiment pas du tout eu de promotion, il n'y avait pas eu de visibilité notoire sur ce film, il n'y avait pas eu de promotion, pas de côté un peu commercial. Vraiment, Le Géant de Fer est sorti presque dans l'anonymat le plus total. Qu'est-ce qui a fait justement de se dire on va aller regarder ce film? C'est d'ailleurs paradoxal que le film sorte en catimini alors que le personnage fait 30 mètres de haut. C'est vrai. C'est assez rigolo. Je vais malheureusement te décevoir, mais j'ai aucun souvenir de pourquoi on est allé voir ce film. C'est dommage. Je me rappelle surtout de mon impression de fin en me disant c'est un super film en fait, j'ai hâte qu'il sorte en cassette. Mais j'avoue, je n'ai pas vraiment on va se dire qu'on va le voir, comment on a découvert qu'il allait sortir. J'avoue, j'ai pas de souvenir. C'est peut-être juste un hasard heureux au final que vous avez pu voir au cinéma. On s'est dit, on va voir un dessin animé. Bon, il y avait celui-là, on est allé voir celui-là. Voilà, exactement. Voilà, peut-être que tous les 2-3 mois, on regardait l'affiche. Oh, cette affiche est bien, on va aller voir tout en famille. Et au final,
vous n'êtes pas tombé sur le dernier des films. Hein. Et oui, Ça, faudrait que je vois ce qu'il y avait face à ce film, en tout cas à peu près à cette époque, voir si j'aurais pu tomber sur un autre film au final. On peut aller vérifier, bien sûr. Donc, la sortie du Géant de Fer, on est en, je ne sais plus en quel mois. Décembre 99. Décembre 99, donc on a déjà passé Fight Club, on a déjà passé Matrix. Matrix, c'est 99 ou 2000? Oui, c'est 99. Ok. Mais je ne sais plus ce qui sort à cette époque en décembre. Alors, 99, qu'est-ce que nous avons? Date de sortie française, je le précise bien évidemment. Nous avons le 8 décembre 99, Dans la peau de John Malkovich. Voilà, vous aurez pu avoir John Malkovich. Il y avait donc le Géant de Fer, il y avait Dans la peau de John Malkovich à ce moment-là. Vous pouvez avoir aussi un film de Kiyoshi Kurosawa, Charisma, qui est sorti aussi le 8 décembre 99 en France, donc qui n'a pas eu aussi, je pense, le gros engouement. Je pense que c'était passé un petit peu à côté. Peut-être que dans cette période, vu que ça a plutôt bien marché, quand même, une histoire vraie de David Lynch qui était sorti en novembre donc dernier, le novembre 99, peut-être que c'était toujours au cinéma un mois après. Ce qui est quand même pas si mal, hein, quand même, d'avoir un David Lynch en face. Et après ça, je vois pas trop d'autres films à part ça. Peut-être après, on a plus des films qui vont sortir en fin d'année, tel qu'un Kennedy et moi, avec Jean-Pierre Bacri. Mais voilà, les films qu'on retient, c'est surtout Dans la peau de John Malkovich, voilà, qui peut-être a pris un peu plus le devant sur cette période de décembre, comparé au Géant de Fer. Alors, faut savoir que moi, quand on était petit, on allait voir que des dessins animés au cinéma. En fait, le premier film que j'ai vu, et là, je viens de vérifier la date, le premier film live que j'ai vu au cinéma, donc pas de ma vie, mais au cinéma, c'était Le Prince du Pacifique, qui est sorti en 2000. Alors, je sais pas quand exactement. Et alors, c'est très drôle parce que, il est sorti apparemment le 20 décembre 2000, donc vraiment un an après. Donc, le plus drôle dans l'histoire, c'est que les parents se sont dit, là, pour le coup, je me rappelle de pourquoi on était allé le voir. On s'est dit, vas-y, ils sont assez grands, les enfants. Donc moi, j'ai une sœur, du coup. Nos enfants sont assez grands, on va leur montrer un film, tu vois, au cinéma. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et il faut savoir que dans Le Prince du Pacifique, il y a une scène où il y a des yeux, en fait, des yeux empilés sur la plage. Et un corbeau qui les bouffe. Voilà. Vraiment, les parents nous ont regardé en mode, bon, on a peut-être merdé. Bon, c'était pas le bon choix. On a peut-être mal fait le boulot. Donc, c'était assez drôle. Là, c'était peut-être plutôt la chance malheureuse pour le coup. Là, c'était tout le Donc, je comprends qu'ils s'étaient dit, non, mais on va se limiter au dessin animé, parce qu'effectivement, si le moindre film... ça se passe mal. Là, je peux comprendre que là, ça a pu te donner une petite vision d'horreur, justement. Mais voilà, il fallait quand même que je vous donne ce contexte, parce que le contexte, quand même, c'est quand même une grosse chance que tu aies pu voir ce film, en plus en pellicule, donc quand même encore dans une technologie encore différente, qui, bon, maintenant, aujourd'hui, n'existe plus, mais qui est un peu plus rare. Qui est même quasiment disparu, mais le voir en pellicule, au cinéma, tu fais partie des rares personnes qui l'ont vu en France, hein. Bravo. C'est vrai. Et de l'avoir ici dans ce podcast, je peux te dire, je peux être très heureux. Je peux être que très honoré, en tout cas. Justement, qu'est-ce que tu as ressenti, du coup, quand tu as vu le film? Quand tu avais vu le film pour la première fois, qu'est-ce que tu avais ressenti? Eh ben, j'étais vraiment immergé dans ce sentiment d'aventure. En fait. Vraiment, c'est une aventure pure. Une belle amitié comme ça entre un garçon et un extraterrestre. Et ouais, c'est le sentiment de se reconnaître un peu aussi quelque part dans le personnage. C'est un garçon solitaire. Bon, c'était un peu mon cas aussi, qui cherchait un peu des amis imaginaires. Donc là, en l'occurrence, il l'avait vraiment devant lui, mais qui sortait, on va dire, des amis qu'on peut avoir habituellement. Ouais, c'est ça, c'est ce côté... Puis après, il y a beaucoup de trucs, d'éléments, notamment scénaristiques ou de références que j'ai pas du tout eu, je pense, à l'époque, que j'ai eu après plusieurs visionnages, notamment plus récents. Donc ouais, c'était vraiment... Je me concentrais surtout sur le côté aventure, côté futuriste surtout. Par exemple, la scène de... Alors, je sais pas d'ailleurs si on peut un peu spoiler dans cet épisode ou pas. Oui, on peut, bien sûr. Est-ce qu'on met des trigger warnings quand même? Ah, ben, tu fais bien de le dire, bien sûr. Attention, on va relancer cette alerte qui n'a plus été lancée depuis longtemps. Le alerte spoiler. Voilà, bien sûr. Voilà. Maintenant, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Les gens sont heureux. Voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus.
Vous avez un peu de spoil. Vas-y. Sachez que nous allons parler un peu de ce qui se passe dans le film. Et pour le coup, il y a une scène notamment à la fin où il se transforme vraiment en robot de guerre. Voilà, ça c'est un peu le climax du film. Il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'étais à fond dans les Animutants, donc qui était une branche des Transformers. Enfin, j'ai découvert bien plus tard que c'était Transformers d'ailleurs. Et donc c'est des animaux qui peuvent se transformer en robots. Et voilà, c'est des figurines articulées très très stylées. Et du coup, le voir le robot comme ça sur grand écran qui se transforme, un plaisir tout simplement. Donc, alors certes, c'est une arme de guerre. Mais bon, les armes, elles sont futuristes, tu vois, elles envoient des rayons laser et tout, mais c'est un délice. C'était un délice pour moi. Toi, tu vois le gros Vraiment, robot, tu fais le gros robot qui fait piou piou piou. C'est là, exactement. C'est vraiment comme je jouais dans ma chambre, mais là, c'était au cinéma. Donc il y a aussi le côté gigantesque du robot aussi qui ajoute le rapport d'échelle, notamment entre le garçon et le robot. Ça rajoute vraiment une dimension de grandeur, d'imagination. Peut-être d'ailleurs, je réalise un truc. Alors moi, je suis mégalophile. Mégalophile. Je suis assez fasciné par les choses, les méga structures, Ah. les énormes bâtiments, les énormes inventions humaines, tout ça. Et du coup, peut-être que le géant de fer a initié tout ça, maintenant qu'on y pense. Ça t'a donné un petit peu cette côté-là mégalophile, en mode, voilà, j'adore les grandes structures, les gigantesques trucs. Tout ce qui dépasse l'homme, en fait, ça me fascine. Est-ce que ça marche aussi avec des créatures géantes vivantes, telles Godzilla, King Kong par exemple, ça marchait aussi? Tout à fait, oui. En fait, dès que c'est quelque chose qui dépasse l'humanité, ça me fascine parce que ça remet un peu l'homme à sa place, et ça, j'aime bien. Parce que tu te dis justement, voilà, nous, on est quand même voilà. on est au sommet de la pyramide. C'est ça, et ce serait bien qu'il y ait quelque chose au-dessus pour qu'on se calme un peu, quoi. Tu te dis, bon, on a nos ardeurs un peu trop élevées, on est des super prédateurs, il n'y a personne qui nous menace. Et là, le fait de voir une menace plus grande que nous, ça te fait kiffer, quoi. Tu te dis, putain, il y a un truc qui pourrait nous détruire en un claquement de doigts. C'est kiffant, quoi. C'est un peu kiffant, j'avoue. Peut-être je suis un peu nihiliste ou je ne sais pas, mais de ce côté-là. mais c'est intéressant. Et du coup, c'est un peu le géant de fer qui t'a donné cette passion-là du gigantesque, je pense que c'est ça. En fait, c'est vraiment là, grâce à ton podcast, que je fais le lien. En ayant revu le film, là, il y a pas si longtemps, pour ne rien dire, aujourd'hui, finalement. C'est pas mal. Pour vraiment l'avoir le plus frais possible. Mais ouais, il y a ça, il y a ce côté, il fait 30 mètres. Du coup, vu que je l'ai vu très très tôt, je sais pas si j'ai vu des films. Là, il y avait aussi les 4 dinosaures et le cirque magique qui était un peu dans ce. Oui, avec les big dinosaures. Ça, je l'ai pas vu au cinéma, je crois. Je l'ai vu vraiment quand il est passé sur Canal ou un truc comme ça. Jurassic Park, du coup, est dans le même. Jurassic Park, je l'ai vu très tard, on va pas se mentir. Ah, ok. Parce que j'allais dire, Jurassic Park, on est dans le. Cela dit, si, parce que oui, ça peut être aussi Jurassic Park, mais en fait, faut savoir que le premier film, donc live, que j'ai vu de ma vie, donc cette fois, pas au cinéma, mais chez mes parents, c'était The Lost World, Le Monde Perdu, de Steven Spielberg. Et du coup, qu'est-ce que t'en avais pensé? C'est vraiment ce film-là qui a lancé ma cinéphilie, parce que vraiment, l'image du T-Rex qui est en ville, quand t'es gamin, que t'adores les dinosaures, tu te dis, mais attends, le cinéma c'est ça, on peut mettre des dinosaures dans une ville, mais j'adore. Donc peut-être que Jurassic Park a initié également cette mégalophilie. Mais est-ce que le géant de fer t'a aussi un peu initié au monde de l'animation, pas intrinsèquement? Est-ce que c'est ce film-là qui t'a donné un peu cette grande passion de l'animation, ou est-ce une succession des films que tu avais vus pendant que tu étais jeune, justement? Tu nous disais que pendant que tu étais jeune, en fait, tu regardais beaucoup de films d'animation, tes parents ils te faisaient regarder que des films d'animation. Est-ce que c'est justement ce film-là en particulier qui t'a donné cette flamme-là, ou pas du tout? Pas spécialement, je pense. Alors ça fait partie forcément des films d'animation préférés, et notamment maintenant mon film préféré, mais pour le coup, le statut de film préféré est arrivé assez tard. C'est vraiment, en fait, à force de réfléchir un peu au top 10, des machins comme ça, je cherchais en fait un film qui me correspond vraiment, dans lequel, tu vois, il y a un peu tout ce que j'aime dans le cinéma, et même dans l'histoire, enfin, l'intrigue, la narration dans le sens général. Et vraiment, Le Géant de Fer, ça cumule beaucoup d'éléments que j'adore, quoi. Donc c'est plutôt après coup qu'il est devenu mon préféré, c'est à force d'y repenser et de le revoir. Mais non, en fait, quand j'étais petit, c'est vrai qu'on regardait beaucoup de dessins animés parce que c'était pour enfants, donc on regardait ça. Et on est arrivé on a vu petit à petit des films live, donc Jurassic Park 2, puis après je sais plus trop les autres, mais après c'était des films aussi un peu familiaux, donc Stuart Little, des trucs comme ça. Je pense pas que Le Géant de Fer ait initié, en tout cas c'est pas à partir de ce film que j'ai adoré l'animation. Je pense que l'animation j'aime vraiment parce que c'est ce qui marque l'enfance en fait, parce que comme je disais, j'ai grandi avec ça. Et puis de voir que ça m'a jamais vraiment quitté, parce que souvent t'as les gens au collège, lycée, tu vois, ils font un peu la transition, alors les dessins animés c'est pour les petits et tout. Moi je continue vraiment à regarder, un peu peut-être en secret, tu vois. Et quand j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des métiers qui étaient autour de ça, je me dis attends, il y a des gens, en fait, il y a des adultes qui continuent en fait à consommer du dessin animé et même à en faire.
Donc je me dis, mais c'est une super voie ça. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, je vais devenir. Alors au début c'était pas spécialement dans l'animation, mais c'était bosser dans la 3D, tu vois l'animation. Et après j'ai été spécialisé en animation. Donc finalement j'ai pas trop bossé dans les studios d'animation. J'ai juste fait une carrière la plus longue, sans doute, je pense, chez Miraculous Ladybug, la série animée. C'est pas quelque chose de... C'est pas mal. Ah ben voilà, j'ai pas beaucoup bossé dans l'anime, mais c'est pas bon, mal quand même. c'est le gros truc, voilà. Où là, je peux dire que je bossais dans l'anime. Tu peux quand même te targuer de quand même d'être dans un des séries animées quand même les plus connues à l'heure actuelle quand même. On peut pas dire que Miraculous c'est pas quelque chose de pas connu. Mec, sache que j'ai découvert que c'était la série numéro 1 une fois que j'ai postulé. Je connaissais pas du tout. C'est pas arrivé sur le projet. Vraiment quelques semaines après que j'arrive, la série gagne un MTV Award, là, le Kids Choice Award, et c'est comme ça que j'ai découvert que ah oui d'accord c'est. Ah oui non. Donc c'est là où j'ai dit ah oui en fait on est une grosse série, je connaissais pas. Ah oui d'ailleurs tu faisais mais du coup tu faisais quoi dans l'animation? T'étais plus dans tu faisais du rig, tu faisais quoi? Tu faisais un peu dans alors pas du tout, moi j'étais plutôt dans un poste très très spécifique. En fait, faut savoir que je suis arrivé sur Miraculous à l'époque où j'étais déjà plus dans la 3D. En fait, moi j'ai fait un cursus scolaire post-bac dans la 3D, les effets spéciaux. Ensuite, dernière année, donc c'était en 3 ans. Première année de prépa, donc plutôt art plastique, l'histoire de l'art, tout ça lié au graphisme. Après première année en 3D, deuxième année en VFX, compositing. Et là, après 4e année, donc 3e année, on va dire, après la prépa, là, j'ai fait une spécialisation à Lyon, film d'animation, où là, vraiment, j'ai réalisé un court-métrage avec une équipe de 8 personnes, enfin, 7 autres personnes. On a réalisé un court-métrage de A à Z. Et ensuite, quand j'ai postulé sur Paris, je cherchais des postes d'animateur. Et le premier stage que j'ai trouvé, au final, j'étais généraliste. Généraliste 3D, donc j'ai appris à faire un peu tout. Surtout que l'anecdote, c'est que les gars, ils font arriver sur un logiciel que j'ai pas du tout étudié. Moi, c'était 3ds Max et Maya. J'arrive là-bas, il dit on est sur Cinema 4D. Ah yes. Bon, je me suis tapé 2 semaines de tutos pour essayer d'être un peu à jour. Et même le soir, je restais un peu plus tard pour apprendre des trucs parce que après, je pouvais me permettre parce que j'habitais à côté à l'époque. Et donc voilà. Et en fait, petit à petit, plus les années passaient, moins je faisais de 3D. En fait, moi, à côté en fait de la 3D, je faisais du motion design. Vraiment, c'était des side projects parce que j'aimais bien After Effects, comme ça, des trucs. Ouais. Faire des petites animations sur ordi, faire des petits jingles et machin. Et en fait, vu que j'avais cette compétence, ma boîte m'a dit vas-y, tu peux faire un montage pour une vidéo, on a besoin de renfort et tout, parce qu'il manquait des gens ou je sais pas. Et petit à petit, à force de faire des montages, du motion et tout, en fait, je faisais ça vraiment à temps plein en fait. Petit à petit, il y avait moins de besoin 3D et tout, et donc j'ai basculé en quelques années dans full motion design. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai postulé chez Miraculous, qui m'a permis d'être motion designer. Alors c'était un peu plus spécifique, c'est d'ailleurs un poste que je connaissais pas du tout. Ça s'appelle UI Animator. Alors UI ça veut dire User Interface, donc c'est tout ce qui est interface graphique. Et donc en gros dans Miraculous, quand ils ont des téléphones, ils ont des écrans d'ordi, des gadgets, des trucs ou des télés, tout ce qui se passe dans l'écran en fait ça va être une texture qui va être envoyée au studio 3D pour l'intégrer. Ensuite, les personnages, ils interagissent avec. Et moi, je fais l'animation qu'il y avait dedans. Donc, je simulais des SMS, des pages Twitter, des faux sites web. Et pareil aussi, il y a des fausses émissions. Moi, je faisais les jingles, je faisais ce qu'on appelle les synthés. Donc, c'est là où il y a le nom des gens qui est écrit. Donc, des faux habillages télé, en fait. Ah, tu faisais un peu, voilà, tu créais un petit peu le lore, un petit peu, voilà, de l'univers en soi. Voilà, tu crées les fausses émissions, ça, les faux Facebook, les faux. Animation 2D. Pareil aussi, j'ai une collègue qui, elle, faisait des dessins En fait, il y a des séquences où Marinette, donc l'héroïne, ou d'autres personnages même. Des fois, elles s'imaginent des trucs, ou quand ils imaginent des plans. Enfin, il y a tout un background qui est avec des personnages leur version en 2D, souvent cartoon ou chibi. Et du coup, j'ai une collègue qui animait ça, et qui dessinait ça, et moi, je les animais derrière, avec ses dessins, rajouter du rythme et tout, et un peu comme un storyboard animé, tu vois. Donc voilà, je faisais tout ce qui était animation 2D. J'ai même animé un épisode qui est justement dédié à l'animation et à l'amour du réalisateur pour l'animation. Alors je sais plus l'épisode, c'est le 2e de la saison 3. Je sais plus exactement le nom. Mais en gros, ça rend hommage à l'animation parce qu'en fait, le méchant de cet épisode, en fait, il change de style d'animation régulièrement. Donc un coup c'est du manga, un coup c'est du cartoon, un coup c'est du sentai, un coup c'est du sakura. Et du coup moi j'ai animé à un moment le dinosaure. Ouais, il y a un dinosaure et je crois que c'est sa première transformation. Donc là j'ai animé tous les plans où il y a le dinosaure. Donc là pour le coup c'est vraiment plus de l'anime on va dire traditionnel parce que c'est vraiment sur Animate, animer la bouche et tout. Mais c'est extrêmement intéressant. Par contre c'est fou. Je suis encore un peu choqué de savoir que tu as pu travailler sur une telle série.
Bah écoute, ouais. Je suis arrivé en milieu de saison 2 et jusqu'à saison 5. Ah oui, t'es resté pas mal de temps. Ah bah je suis un meuble maintenant. Mais ouais, j'ai bossé 4 ans. 4 ans sur la série, donc j'étais plutôt content. Et j'ai marqué même un peu le lore, parce que sache que, alors anecdote, on part complètement C'est vrai que là, pour l'instant, on n'est pas sur le géant de fer, mais vous allez voir qu'il va y avoir une transition toute trouvée pour revenir dans le géant de fer. Ne vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est très intéressant que tu nous fasses ça. Je termine juste avec une anecdote pour montrer à quel point je pensais pas que mon rôle allait autant impacter la série, mais sache qu'il y a une page du Wikipédia, du Wikidata, je sais pas comment ça s'appelle, c'est Wikipédia, le wiki de Miraculous. Le wiki un peu fan. Ouais, voilà, le fandom officiel. Et ben sache qu'il y a une page d'un personnage qui a été créé, et ben j'en suis le responsable. Mais parce non. que justement, dans les fausses interfaces et tout, il y a un épisode où il y a une fausse page Twitter où un personnage il envoie un message pour dire ah là là il se passe tel truc, hop il le tweet. Du coup bah moi pour faire un truc un peu réaliste entre guillemets, bah je fais des faux comptes et tout. Et le nom du personnage, donc c'est vraiment un PNJ quoi, c'est un jardinier. Il avait pas de nom, c'est juste Jardinier Van quoi. Enfin il a pas de nom spécial. Et du coup moi j'ai dit bah je vais lui trouver un petit nom. Et vu que j'aime bien les jeux de mots, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler Jean Entretien. Voilà. Pourquoi c'est compliqué? Et le réal, donc Thomas Truc, je lui ai montré, il avait rigolé, il dit vas-y, on parle là-dessus. Et du coup, j'entretiens à une page wiki dans le wiki fandom. Mais non, mais c'est incroyable. Il y a le screen qui montre, voilà, on apprend son nom sur tel. Vous aurez la page, voilà, pour ceux qui le verront sur YouTube, vous aurez la page de Jean Entretien et que j'ai en face de moi. C'était pas possible. Et c'est grâce à justement à Johan que vous pouvez le remercier d'ailleurs. Hein, ce fameux Jean Entretien qui existe réellement. Ce jardinier a enfin un nom après 1 saison et demie. Apparu pour la première fois dans Gorizilla, est un agent d'entretien et d'assainissement de la ville de Paris. Exactement. Bravo. Et on peut remercier Johan pour ça, qui aura créé du coup le lore, qui aura développé le lore. Malgré moi. Mais c'est malgré toi, mais grâce à toi. C'est ça qui était marrant avec cette série, en fait, et surtout mon post où je pouvais caler un peu des petits easter eggs, parce que je savais qu'en fait j'ai découvert petit à petit que les fans étaient vraiment hardcore, ils faisaient du frame par frame. Donc je dis mais c'est un terrain de jeu de fou en fait, de caler des trucs, même avec les réals, on s'est fait des petits private jokes et tout, trop marrant. Mais justement, voilà, on a parlé un petit peu de ta carrière d'animateur qui est quand même super, moi j'adore. C'est exceptionnel. c'est passionnant. J'aurais pu en parler pendant 2 heures, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, malheureusement. On est là pour parler du géant de fer. Mais du coup, tu as pu remarquer, plus qu'avant, les prouesses d'animation un petit peu du géant de fer. Tu as pu remarquer notamment la technicité, que ça soit entre la 2D, la 3D, notamment avec le géant de fer. Qu'est-ce que toi, tu en penses justement de ce travail-là, justement, sur cette animation ? Écoute, j'en pense que, en fait, moi, je l'avais vu que 2 fois au début. C'est donc une fois au ciné, une fois en cassette. Voilà, une fois pendant la cassette. Et la 3e fois où je l'ai vu, c'était en 2015. C'était au cinéma, à l'occasion de la colo. Je crois que c'était la colo Panic Cinéma, Chroma Cross Panic Cinéma. Donc il était dans la sélection et donc du coup, je dis vas-y, c'est l'occasion de le revoir. Et c'était ma première fois que je le voyais en VO-STFR d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai découvert que Vin Diesel faisait la voix du robot. C'était une de mes questions. C'était une de mes petites questions. Mais c'est bien. Mais du coup, petite anecdote, voilà. Vous êtes au courant, avant la carrière qu'on connaît de Vin Diesel, c'est son premier gros rôle. Et oui, c'est le géant de fer. Hein, on le connaît pour Groot, mais il n'a pas fait que Groot. Il a fait aussi le géant de fer. Avant ça, j'ai été aussi choqué que toi. Hein, j'avais appris ça justement pas plus tard que ce matin. Donc, mais oui, Vin Diesel quand même dans le rôle du géant, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc ce nouveau visionnage m'a permis de me rendre compte qu'il n'a pas vieilli en fait. Déjà à l'époque, c'était d'une technicité de fou. Moi, je me suis dit bon. Allez, 99, il y a peut-être un peu de l'anime, un peu cracra et tout. Non, le robot est incroyable. Il est incroyablement incrusté. C'est de la 3D, on dirait même pas que c'est de la 3D. Alors, je le sais, moi, parce que j'ai l'œil technique, parce que j'ai fait des études dedans et j'ai beaucoup travaillé dans la 3D, mais ça se remarque pas, quoi. C'est très, très bien intégré. C'est extrêmement bien intégré. J'ai vu aussi que c'était de la 3D, mais on a l'impression que ça a beaucoup utilisé des techniques je sais pas comment on pourrait dire ça, des techniques un peu de fondu pour justement rendre le géant peut-être plus... Il y a un terme pour ça. Ça s'appelle le cel shading. Donc, il y a une technique pour, par-dessus une animation 3D, faire un effet 2D, en fait. Et pour le coup, j'ai appris que les animateurs pour le robot,
ils ont vraiment développé un système spécialement pour le film, justement pour que le robot soit vraiment bien intégré. Donc il y a tout un système pour ajouter des faux traits, des faux tremblements, pour qu'on ait l'impression que c'est dessiné. Mais quand on voit quand il se tourne et tout, que c'est très fluide et tout, donc là c'est là où on voit que c'est en 3D. Mais visuellement, tu fais des arrêts sur image, tu sais pas que c'est en 3D. Et c'est magnifique. Et surtout que ça a un sens, parce que tout le dessin animé, donc c'est un des rares derniers dessins animés 2D, en tout cas de Warner, de cette époque, où en fait le monde est en 2D, et le robot est en 3D, parce que lui, il vient d'un autre monde en fait. Donc ça a totalement du sens que là où la technique, elle apporte à la narration. Un simple simplification pour aller plus vite ou pourquoi, il y a aussi un sens narratif là-dedans, donc c'est ça que j'adore. Et pour toi, est-ce que c'est la plus grande prouesse du film le robot qui soit extrêmement bien incrusté dans ce monde-là 2D d'animation? Est-ce que pour toi, c'est le plus grand feat d'animation? Ah bah techniquement, oui, c'est une des prouesses du film, c'est que la 3D ne vieillit pas parce qu'elle est très très bien, comme on disait, très très bien intégrée. Donc c'est pas ce qui fait la force du film, parce qu'on en reviendra peut-être après, mais l'histoire est très très forte. Mais visuellement, oui, le film ne vieillit pas, alors qu'il a été, comme tu l'évoquais, il a été un peu rushé. Ils ont mis que 2 ans et demi, je crois, pour le faire. Très peu pour un film d'animation. Et parce que voilà, Warner en avait un peu rien à faire de ce film. Ils ont dit non, mais nous, on va pas lasser à la 3D. Voilà. Faites un film dans votre coin et on le sortira éventuellement. Et sauf qu'ils ont commencé à montrer des séances tests et ils se sont rendus compte que les gens adoraient. Ils se sont dit, ah, merde, les gens adorent. Ah, zut, on n'a rien prévu. Il n'y a pas de jouet, il n'y a rien. Il n'y a pas de feat avec McDo et tout. On n'a qu'une seule affiche. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et trop tard. Et parce que t'aurais aimé avoir ton petit robot, ton gros robot à l'époque. S'il y avait un menu McDo à cette époque, t'inquiète pas que j'y serais allé, oui. Et oui, s'il y avait même eu juste un... C'est vrai, même un goodies, quelque chose. Goodies. Parce que là, t'aurais été aux anges d'avoir eu un robot, le géant de fer, là, qui soit disponible. Clairement. Mais malheureusement, ça n'a jamais existé. Et oui, il n'y a pas de goodies, le géant de fer. Le seul goodies qu'il y a, c'est dans l'édition collector de la réédition Blu-ray là, de 2015, qui a une édition où il y a la figurine qu'il faut que je chope. Qu'il faut que tu prennes. Attention. Et oui. Bien sûr, il faut le prendre. Hein, le robot, bien sûr, on ne peut qu'aimer que le géant de fer. Mais tu disais justement que c'est un film qui n'a pas vieilli. Est-ce que comparé à d'autres films de l'époque qui sont sortis de la même période, je prends par exemple Toy Story 2 ou Mini Pat par exemple, est-ce que tu trouves que ce film-là est beaucoup plus... a réussi à beaucoup mieux vieillir que ces films-là, ou tu penses que tous ces films-là ont plutôt bien réussi à transitionner avec la 3D? Je pense que ce film a mieux vieilli que Toy Story et Mille et une Pattes, que Toy Story Mille et une Pattes, c'est vraiment basé sur la technicité pure de Pixar, qui vraiment expérimentait la 3D, qui au début c'était pour de la pub, ensuite des courts-métrages, ensuite des longs-métrages, où là, eux, ils faisaient film par film, c'était juste on step up, quoi. Film après film, on step up, on en rajoute des détails et tout, on met la machine en PLS, mais au moins on fait des trucs jolis. Alors que Géant de Fer, c'était vraiment, je pense, un aspect de facilité, justement, vu que la création du film a nécessité moins de temps que prévu. Ils se sont dit, ouais, le robot en 3D sera peut-être plus simple, et donc ils l'ont fait, mais vraiment artistique. Enfin, c'était artistiquement pensé, quoi. Donc du coup, le fait qu'il s'intègre comme ça permet qu'on voit pas en fait que ça a vieilli, parce que la 2D ne vieillira jamais. Alors, ce qui peut avoir vieilli, je pense, c'est peut-être l'animation en elle-même 2D, qui peut être un peu saccadé, enfin pas saccadé, mais tu sais, un peu, je sais plus, c'est step en anglais, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'images, on va dire, c'est pas fluide à 100%, tu vois. Je dis pas non plus que c'est une anime de série télé, mais c'est pas hyper fluide comme un Disney, tu vois. Tu penses que ce qui pêche un peu dans Géant de Fer, c'est un peu la partie 2D, justement, un peu sur la gestuelle des personnages? Vu que l'histoire nous immerge à fond, on l'oublie un peu, mais s'il y a peut-être un défaut technique, oui, c'est que la 2D, on sent qu'ils ont moins de budget qu'un Disney, je pense. Et il y a un peu ce côté-là où il y a des mouvements de personnages où peut-être que le rythme n'est pas égal. On sent certaines saccades. Il y a des scènes où ils ont eu moins besoin de s'attarder que d'autres, donc on le ressent un peu, mais c'est vraiment pas gênant après. Non, parce qu'il y a eu pas mal de techniques que j'aime beaucoup dans ce film, notamment l'utilisation de contre-plongée qui sont super, la dilatation, je pense, de l'espace. Vraiment, je trouve que c'était très très bien dans ce film, notamment. On a vraiment une perspective qui est très allongée dans le film, à plein de moments. C'est notamment pour le rapport d'échelle, en fait, aussi. Exactement. Pour bien voir quand on est du point de vue de Hogarth, des fois quand on est du point de vue du robot, du point de vue de loin, de près. Donc en termes de mise en scène, ouais, ça a été pensé pour qu'on soit le plus immergé dans cette histoire. Exactement.
Et ce que tu fais bien de dire, c'est, voilà, on va quand même parler un peu du géant, on a parlé beaucoup de cette prouesse technique, justement du géant, de cette incrustation-là, mais aussi, voilà, comme tu l'as dit, peu de temps de production, et mine de rien, c'est quand même un film, comme tu l'avais dit un petit peu aussi au début, qui est bourré de références. On peut le dire, hein, c'est Brad Bird connaît son cinéma à un niveau assez exceptionnel. Rien que le robot, hein, rien que le géant de fer s'attarde sur du Miyazaki. Voilà, hein, il faut le dire, ce robot-là s'inspire des robots du Château dans le ciel. Voilà, dans l'île du Château dans le ciel, hein, un robot avec une petite tête sur un corps énorme et disproportionné, et qui aime énormément la nature. Voilà, je pense qu'on peut faire le lien très très vite entre les deux. Et on a cette référence-là. La relation entre l'humain et la créature ou l'être un peu qui vient de l'au-delà, on peut penser à E.T., notamment, ou même à plein d'autres œuvres, hein, notamment parce que c'est quelque chose qui existait depuis pas mal de temps. Ah bah c'est clairement le descendant de E.T. Hein. C'est vraiment la même trame, pas forcément les mêmes thèmes, mais en tout cas le même point de départ. Oui, il y a pas mal aussi Brad Bird multiplie constamment les déclarations d'amour déjà à la science-fiction ainsi qu'au cinéma d'espionnage, à la Hitchcock. Je sais pas, par exemple, on a du jour où la Terre s'arrêtera en passant par Planète Interdite, par exemple. Toutes les séries Z, séries B, là, avec les monstres géants des années 50, clairement, c'est une rêve directe. C'est assez exceptionnel. Hein. On sent que Brad Bird, pour son premier, on rappelle que c'est son premier film premier long métrage. Long métrage, voilà, exactement. C'était son premier long métrage. Mais attention, Brad Bird, on connaît. Brad Bird, c'était certes son premier long métrage, mais il était déjà une pointe. Hein. Il était déjà à son prime, on peut dire, à l'époque. Il avait déjà fait 8 ans derrière les Simpsons. Voilà. Il était déjà là depuis les premières saisons de Simpsons. Il était là. Il avait collaboré aussi avec un certain John Lasseter, avec un certain Tim Burton. Donc bon, voilà. Il connaît les bonnes personnes, mais là, c'était son tout premier long métrage. Et justement, qu'est-ce que tu penses de ce réalisateur ? Est-ce que pour toi, ce réalisateur, aujourd'hui, tu le considères comme un de tes préférés ? Après avoir vu sa filmographie, j'ai réalisé que en fait, j'avais tout vu. Donc, il fait partie des réalisateurs où j'ai vu tous ces longs métrages qu'il a réalisés. Donc, je suis assez content. Et pour le coup, beaucoup de films de sa filmo m'ont plu, quoi. Donc, oui, c'est clairement un cinéaste que je semble apprécier parce que beaucoup de films qu'il a fait, je les ai beaucoup aimés. Donc, qu'est-ce qui fait justement que tu apprécies ? Mais il faut que je le revoie, je pense. Ah, mais qu'est-ce qui fait justement que tu apprécies ce réalisateur ? Quels sont les éléments justement qui t'attirent ? Je pense que c'est déjà le découpage et le cadrage, je pense. C'est un peu dans la même vague que la même veine que Spielberg, il raconte par l'image, quoi. Le fameux show don't tell. C'est ça, en fait. Il arrive à raconter avec l'image. Le dialogue ne vient que ajouter des éléments scénaristiques. Mais globalement, rien qu'avec les images, on se régale, quoi. Je pense aux Indestructibles. Il a repris un peu toute la vague des super-héros des années 50 et tout ça, pareil. Je pense qu'il a beaucoup de références. Il aime bien les mettre dans ses films. Donc, ça se voit quand il parle d'un sujet ou d'un thème visuel, on sent qu'il a travaillé le truc, il essaie de tout mettre ce qui est relié à ça, sans que jamais que ça soit, gratos, c'est juste, vous avez vu, je connais bien. Non, c'est toujours au service de l'histoire. Les petites rêves, comme je disais, moi, quand j'étais petit, j'ai vu peut-être 0 rêve, tu vois. C'est à force de le voir que je dis, tiens, ça parle de ça, tiens, ça parle de ça. Et que voilà, donc du coup, lui, il l'aimait vraiment pour c'est le petit bonus, quoi, pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui connaissent pas, au moins, ça suit dans l'histoire. Ils peuvent continuer à voir le film sans rien connaître à côté. Mais ça sert toujours à l'histoire. Et ces rêves servent toujours à l'histoire. C'est pas, ça. Quand on prend l'exemple de Spielberg, c'est pas un Ready Player One, par exemple. À fond, les références, à fond. C'est extrême. Mais... Ready Player One, il y a des rêves qui sont là pour l'histoire quand même aussi. Oui, il y en a. Elles ne sont pas toutes choisies au hasard. Mais il y a une bonne partie, c'est du fanservice. Notamment le géant de fer. qui est dedans. Et qui, pour le coup, est aux antipodes de ce qu'il est dans le film. Parce que oui, il faut parler peut-être de son point le plus fort. C'est ça la transition que je fais. Ce qui fait justement toute la
beauté de ce film et ce qu'on fait qu'on en parle encore aujourd'hui de ce film, c'est sa thématique. Voilà, c'est son histoire, c'est sa thématique. On a cette histoire tout à fait classique entre un humain et un géant de fer qui vont se lier d'amitié. Et justement, toute cette richesse-là vient par les différents niveaux de lecture. Tout simplement. On est sur... on a 2 niveaux de lecture. Quand on est enfant, on est vraiment emporté par la poésie, l'émerveillement du film, voilà, cette relation-là entre les deux. Mais quand on est adulte, on a vraiment ce côté-là extrêmement historique, la dimension historique, avec la guerre froide, notamment le contexte même du film sur la guerre froide, sur la satire sociale. Voilà, il dépeint le portrait d'une société américaine, vraiment de la classe moyenne, avec justement voilà, les éléments historiques, le fait surtout de la paranoïa. Voilà, oui, la paranoïa, la course à l'armement de l'époque de la guerre froide dans les années 50. C'est un plaidoyer complet contre la guerre et ses absurdités. Je pense que totalement. C'est la surinterprétation de moindres gestes technologiques qu'on ne connaît pas. Donc, ça peut forcément être les Russes, les Chinois, tout ça. Et la paranoïa est très, très bien incarnée dans l'agent Kent, qui est un peu l'antagoniste du film, on va dire. Mais non, c'est ça, c'est tout ce background politique, historique qu'on découvre, en fait, plus on regarde le film en grandissant, en fait. Moi, quand j'étais petit, ouais, c'est ça, c'est le côté un peu spectaculaire du robot, de l'amitié, tout ça, les choses, on peut se raccrocher. Mais quand tu le revois avec un œil d'adulte, où t'es allé au collège, lycée, donc t'as appris des trucs, et que tu découvres qu'en fait, le film parlait de ça depuis le début, la guerre froide, la peur du nucléaire. D'ailleurs, le film, je trouve que donc déjà, ça justifie pourquoi il se passe dans les années 50, donc tout ce contexte de guerre froide, de guerre nucléaire. Et surtout qu'il est intemporel, en fait, parce qu'il y a très très peu d'éléments qui font dire « Ah oui, c'est les années 50, ça marcherait pas ailleurs ». Le film peut se passer même maintenant, ce serait exactement le même film. C'est ça qui est fou. Bizarrement, et c'est même encore pire, je pense que ce film résonne encore plus fort aujourd'hui qu'avant. Parce qu'il y a en plus de ça la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, qui est complètement présent dans le film avec justement le géant. Voilà, la peur de l'inconnu, la peur de l'ennemi. On ne le connaît pas, de l'étranger, la haine de l'étranger, le discours de peur, voilà, sur la peur. On est là-dessus sur le géant de fer, voilà, présente justement cette entité étrangère, inconnue, mystique, qu'on ne connaît pas, que l'humain a toujours peur, justement. Ce que tu nous disais, justement, voilà, c'est que l'humain a toujours ce côté-là de surdominance, se connaît que sur surdominance. Et quand il connaît quelque chose qui est plus grand que lui, plus grand que nature... Ah bah, il a l'orgueil, hein, il se dit « Merde, je suis pas tout en haut, là, qu'est-ce qui se passe ?» Il a peur, il a toujours peur, et il est prêt à faire à toutes les conneries possibles et imaginables pour se débarrasser de cette menace, tout simplement. Et on connaît, grâce à ça, tout le côté le plus ignoble de l'humain. En soi. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé pour rejoindre ce que tu disais, que c'est même plus impactant à notre époque, c'est que j'ai même trouvé il y a une scène où j'ai même l'impression que c'était l'allégorie de l'IA. En gros, à un moment, tu as donc Dean, qui est le ferrailleur, qui utilise le robot pour l'aider à faire ses œuvres. Donc c'est très drôle, parce qu'il est vraiment là, les bras croisés, en disant, en tout cas devant le robot qui manipule, il dit un peu à droite, plus à gauche et tout. C'est clairement quelqu'un qui prompte, en fait. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai qu'il fait ah non, attends, un peu à droite, non, à gauche, tac, vas-y, tu me reprogrammes le truc. C'est littéralement l'allégorie du robot qui fait à ta place, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec ce film, c'est que il a tellement de couches tellement de couches thématiques différentes et qui sont toutes compréhensibles à différents âges et qui encore aujourd'hui marche encore très bien. Le géant de fer, c'est universel et là aujourd'hui il a encore plus d'actualité avec les tensions mondiales, voilà, géopolitique mondiale et en plus avec l'IA. C'est vrai que
ce géant de fer-là est un symbole de tout cela. Il Et est oui. un symbole de la peur, de Ah bah, l'inconnu. la peur de Tout simple. la peur aussi de l'armement en fait de la part Mm. de Brad Bird en fait. Faut savoir donc c'est adapté d'un roman à la base qui est librement inspiré hein, d'ailleurs parce que le roman apparemment c'est pas totalement ça. Oui. Mais lui en fait Brad Bird à la toute base lui il s'est inspiré en fait d'une histoire tragique qui lui est arrivée où c'est alors je sais plus exactement je crois que c'est la sœur de sa femme qui s'est faite assassiner par son mari. Et Ça, je donc ne sais pas. lui, Ça, je peux pas. en tout cas, c'est une histoire comme ça où il y a eu un grave accident à cause d'une arme, justement, dans un foyer. Et que du coup, il s'est dit, mais attends, si une arme avait une âme et qu'elle voulait pas servir d'arme, ça donnerait quoi? Et du coup, il a eu l'idée du géant de fer. Mm. Et Pas l'idée, en tout cas, il a dit son histoire, ça pourrait matcher avec le géant de fer. ça peut matcher et ça marche complètement. Et ça marche super bien parce que c'est vraiment le propos du film. Enfin, quand tu sais ça, et que tu revois le film, tu te dis, oui, effectivement, il y a ça en fait. C'est vraiment le message du film, c'est choisis qui tu es, pas ce qu'on veut que tu sois. Choose who you want to be. Tout simplement, une phrase du film qui est exceptionnelle et qui est vraiment symptomatique voilà, de tout cela. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que le géant de fer, attention, voilà, spoiler, il perd la mémoire, il redevient amnésique, et du coup, il a cette vision de l'enfance. Il est de retour en enfance, il est pur, en quelque sorte, et on voit le bon côté de l'humain, voilà, le côté de l'enfance, avec Hogarth, bien sûr, et le côté plus adulte, plus manipulateur, qui est là toujours à ses fins. Voilà, on a les militaires qui veulent le tuer ou l'utiliser comme arme, ou l'utiliser à des fins personnelles, comme tu nous l'as dit avec Dean, quoi, qui est là pour, voilà, oh, l'art, ouais, c'est pas mal, là, en vrai, tu pourrais m'être utile pour l'art, tu vois, qui exploite le robot, qui sont là vraiment pour à base d'outils, alors que l'enfant, lui, est là pour l'âme de Ah telle bah qu'elle. clairement, bah justement, la scène où il est en train de manipuler les œuvres d'art, justement, c'est Hogarth qui revient et qui dit non mais qu'est-ce que tu lui fais faire? Il est pas fait pour ça. Et Dean lui dit bah alors il est fait pourquoi à ton avis? Et là, clairement, Hogarth lui, ce qu'il lui fait faire, c'est des tours en voiture. Tu sais, t'as le géant qui a une voiture dans la main et il tourne à toute vitesse et comme ça, Hogarth a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Et là, c'est l'enfance pure, quoi. Il peut réaliser ses fantasmes d'enfant, qui lui à fond dans les comics, les films de science-fiction qui du coup m'ont rappelé moi enfant et du coup vivre c'est vraiment le fantasme ultime en fait pour un enfant d'être vraiment au cœur de l'aventure. Bah oui, hein. Comment C'est ne un pas. jouet plus qu'XXL là, c'est Mais là, c'est le jouet ultime, hein. C'est le jouet qu'on ne veut absolument pas abandonner. Et il y a d'ailleurs une scène qui est d'ailleurs ma scène préférée. C'est pas la scène la plus connue, je pense, du film, mais c'est vraiment la scène où t'as le géant de fer et Hogarth qui sont dans la forêt, qui marchent dans la forêt et qui croisent un cerf. Et ah oui, ce géant qui voilà, se rapproche et qui est en harmonie avec la nature, où justement bah, il arrive à tendre sa main métallique jusqu'au cerf, et que dès qu'il y a une patte humaine, une marche humaine, le cerf s'en va, reconnaît la malveillance là-dessus et se barre d'un coup. Et on apprend après derrière que le cerf meurt, malheureusement, aïe aïe aïe. par les actes humains, notamment. Et c'est là, justement, où il apprend ce que c'est que la vie et la mort. Mm. Et je trouve que c'est une scène qui résume parfaitement tout le film, qui est magnifique et que je trouve très belle. Je trouve que c'est la plus belle en termes d'animation. Je trouve que Très belle scène. Oui. Bah, dans la pour manière en dont revenir c'est. effectivement sur le côté enfant, c'est vu qu'il connaît rien au monde humain, il apprend petit à petit. Ça nous rappelle que les enfants, ils savent rien en fait. Donc c'est à toi de montrer ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ils ont aucune idée de ce qui est bien, ce qui est mal. C'est à toi de leur expliquer en fait. C'est ce que fait Hogarth. Il lui dit bah voilà, la nature, ça se respecte et tout. Bah ok, bah maintenant je vais respecter la nature. Tu vois, donc l'éducation des enfants, ça joue beaucoup en fait sur le monde qui arrive après. Oui, exactement. C'est clair que ce film le fait, le fait à merveille. Moi, j'ai donné ma scène préférée, mais quelle est ta scène préférée à toi de ton Ah, côté? ce grand moment. Bah, en termes de nostalgie, c'est vraiment la scène où il se transforme en fait. Il devient vraiment une machine de guerre. Alors c'est le pire moment du film, techniquement, mais je me rappelle vraiment de ce sentiment enfant. On dit oh, c'est comme mes robots, mes animaux mutants et tout, mais dans un film et tout. Et cette scène, c'est vraiment le point culminant de mon amour pour la science-fiction et
Alors je dirais pas les armes, mais en tout cas les robots comme ça, super technologiques, quoi. Donc c'est peut-être cette scène que Là, je oui. kiffe le plus. Après, en termes de sens, moi c'est clairement la dernière scène juste avant qu'ils partent, en fait. Quand il dit toi pas bouger, qui fait justement écho au tout début du film. Mm. Hogarth veut juste rentrer chez lui et il voit que le robot le suit, non, pas bouger. Et donc ça rappelle l'apprentissage. Tu comprends qu'à la fin, le robot a compris ce que ça veut dire ne pas bouger et tout. Et il le dit à Hogarth. Donc c'est vraiment l'échange de rôle. Cette fois, il le dit d'un ton vraiment solennel parce que cette fois, c'est pas pour rentrer chez lui, c'est pour se sacrifier pour l'humanité, pour des gens qu'il connaît à peine. Et ça, c'est la plus belle scène. J'ai encore chialé tout à l'heure, hein. On va pas se mentir. C'est vraiment. De toute façon, moi, dans les films, quand il y a des ping-pong comme ça entre deux scènes, déjà, ça m'attrape. Alors là, en plus, celle-là où c'est vraiment. Ouais, le contraste entre. C'est vraiment le contraste entre Hogarth qui lui disait de pas bouger parce qu'il voulait juste rentrer chez lui et que personne le voit et tout, que ça crée des problèmes. Et là, il lui dit de pas bouger parce que il va se sacrifier, en fait. C'est la fin. C'est la dernière fois qu'il le voit, quoi. Donc là, vraiment, il y a deux trucs qui me font chialer dans des films, c'est les adieux et les ping-pong. Alors là, c'est la scène qui cumule les deux. Autant dire que. Voilà. Donc ma scène préférée, c'est ça, voilà. C'est quand il doit partir. Et jusqu'à la fin, il termine sur choisis qui tu veux être, Superman. Alors là, vraiment, Superman. là c'est les mouchoirs. Non, mais là, c'est bon. On peut. Non, moi, ça fait que la deuxième fois que je le vois, le film, hein, ça fait plus de 20 ans, comme je l'ai dit au début, Ouais. et il m'a fait encore chialer. Et c'est pour vous dire que le film marche, il fonctionne, une merveille. Ah bah oui. C'est une merveille, ce film. Ah mais c'est en termes d'écriture, c'est une pointure le truc. Et tout, en fait, rien n'est gratuit dans le film. Tout se suit, tout sert à quelque chose à un moment donné. Ou des fois c'est juste des petits indices, des fois c'est juste des ping-pong, des fois c'est juste ajouter du lore, par exemple un truc tout bête. Mais la scène où t'as Kent qui surveille Hogarth et que tu vois l'horloge sur le réveil, c'est le seul moment où tu vois une photo du père de Hogarth et tu vois qu'en fait c'est un militaire, c'est un pilote. Peut-être qu'il est mort à la guerre, peut-être qu'il est mort en vol, je sais pas. Et que du coup, ça joue aussi à la personnalité du héros, qui, tu vois, il a un fusil, il a un casque et tout, enfin, sans doute le casque de son père d'ailleurs. Donc, tu vois, il est un peu, pas perturbé, mais tu sais, il y a un petit quelque chose, quoi, qui est lié à ça, qui est lié à l'armée et tout. Donc, c'est rien que ça, tu vois, rien que cette image, tu dis, waouh, un petit plan, ça rajoute un lore de fou, quoi. Et pareil, au début, l'écureuil, c'est tourné comme une blague, mais en fait, ça amène que, en fait, il y a la conversation avec le pêcheur. Après, il y a la rencontre entre Dean et la mère. Enfin, tout marche. Tout est bien imbriqué. Tout est super bien intégré. Il n'y a rien qui est acheté, quoi. C'est fou. Non, et c'est vraiment excellent dans la prouesse aussi de mettre des petits éléments comme ça. Je pense tout de suite à la scène où l'inspecteur qui arrive pour la première fois chez les Hughes et qui dit bon, comment je vais faire et tout pour essayer de les récupérer. Et en fait, quand il se barre, on voit une petite pancarte qui met chambre à louer. Ça, et il nous dit rien. Et on nous dit rien, tu sais. On se dit chambre à louer. Ok, pourquoi il dit chambre à louer? Notamment qu'elle en parle en plus au début, la mère, elle dit elle en parle pas. Là, mais si t'emmènes l'écureuil, ça va pas plaire aux gens qui vont visiter et tout. Donc il y a déjà une amorce, tu vois. Donc il y a une amorce. Rajoute, et du coup, on rajoute avec ce panneau, on ne dit plus rien. Et ensuite, tu le revois après chez lui, enfin chez les Hughes. Il fait voilà, on a trouvé quelqu'un, un locataire et tout. Et là, tu ça, fais. C'est de l'écriture. Là, tu fais. C'est même pas de l'écriture, c'est juste disséminer des petits. Tout ce qui est dans la pellicule est utile. Dans tout ce qui a été dessiné et tout est utile. Tout a un but. Et c'est ce que j'aime le plus. Aussi, le passage de temps des saisons qui est génial. Je trouve que ça passe assez fluide. On est au début, on est fin d'été, début automne. Après, on avance tranquillement dans l'automne, mais on n'a jamais un fondu pour juste dire voilà, on a fait une ellipse. Non, ça vient tellement naturellement que quand j'arrive à la neige, je fais mais putain, mais en fait, on est déjà en neige. Ça fait donc plusieurs mois. J'étais étonné même. Parce que ça prouve presque que le temps est passé à une vitesse. Je me suis dit, mais attends, mais du coup, là, ça fait plusieurs mois qu'ils se connaissent. Et du coup, ça rajoute un poids monstre au film sans pour autant nous faire dire que voilà, plusieurs mois se sont passés, tu vois, pour essayer d'agrémenter la situation. Non, il nous montre juste par son montage qui est tellement bien fait et qu'on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Et on est au même
et on est au même point que Hogarth. On est en mode putain, mais le temps est passé trop vite avec eux, qu'on n'a pas vu le temps passer, que les saisons ont passé, et que ça fait plusieurs mois qu'ils sont ensemble, et que du coup, il y a un vrai lien qui sont créés, et que du coup, nous aussi, il y a un lien qui sont créés. C'est trop fort. D'autant que la première indication de temps, c'est juste l'année pour situer au tout début. Et la seule ellipse qui est marquée, c'est une blague. Et oui. C'est tourné comme un gag, c'est juste 37 minutes plus tard. Et c'est juste pour montrer que voilà, il a cédé et c'est très drôle, quoi. C'est assez exceptionnel. Il y a beaucoup trop de prouesses derrière que je trouve qui sont tellement malines, malgré le fait que, voilà, on répète, dans le contexte où ils étaient dans un rush constant, c'est assez hallucinant que ce film ait pu sortir dans une telle condition de propreté folle. Techniquement, ils n'ont rien bâclé, c'est ça qui est fou. Non, c'est assez génial, et je trouve que c'est encore plus à mettre à leur honneur. Après, bien sûr, il y a, voilà, t'as parlé de la fameuse scène, moi j'appelle ça la scène Superman, bien sûr, où on chiale comme des gamins. Tout a été dit. Le parallèle entre le début et la fin, tout le message qui a été, tout le message est compris là. C'est un message facile à comprendre, mais qui doit être compris de tous, et il fonctionne parfaitement. Et après, il y a la fin où, oui, la fin laisse un goût amer, parce que au final, oui, le géant de fer, attention, alerte spoiler, le géant de fer n'est pas mort. Voilà. Pourquoi d'où mon père qui me disait mais il y aura une suite. Mais du coup, son père disait mais il y aura une suite. Je trouve que malheureusement, c'est ça qui pêche un peu dans ce film. C'est pourquoi. Alors ça dépend. Pourquoi avoir fait ça? Moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. C'est pourquoi aurait-il fait ça? Alors déjà, c'est encore une fois, ça fait un ping-pong, parce qu'on a découvert qu'il pouvait se régénérer. Le film se passe, tu l'oublies, et en fait, ça résolu. Tu dis bah voilà, en fait, il s'est pas sacrifié pour rien, parce que en fait, il pouvait se le permettre. C'est pour ça qu'il l'a fait. Mais en même temps, il y a aussi le rapport d'échelle que j'adore avec la vis, parce que au début, quand tu vois le robot marcher à travers les arbres, ça fait bouger les arbres. Donc c'est le machin qui fait 30 mètres, qui fait la taille d'une forêt. Et à la fin, c'est la petite vis qui fait le même truc, mais dans l'herbe. Et qui déplace l'herbe, tu les vois, les petites brindilles bouger. Et ce rapport d'échelle est incroyable, parce qu'au début, c'est le géant qui est en entier, qui fait tout trembler. Et à la fin, c'est juste la petite vis qui se déplace. Je trouve ça très très beau, en fait. Montrer que même la plus petite partie de lui existe encore, tu vois. Mais justement, après, il y a la plus petite partie, mais après, on voit qu'il n'y a pas que la petite partie. Ouais, il s'est sacrifié. Le faire mourir, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, parce que tu le comprends, et en même temps, il est gentil, quoi. Ce serait dommage voilà, il a compris qu'il fallait pas détruire. Mais je pense que ça aurait été quelque chose de plus impactant de ne plus l'avoir, sûrement, oui. Parce que ça aurait fait une prise de conscience encore plus grande chez les humains que tout acte a des conséquences, et que les apparences sont parfois très trompeuses. C'est vrai. Mais en même temps, il ne nous aurait pas montré qu'il pouvait se régénérer avant. Parce que du coup, s'il serait vraiment mort, les gens auraient dit bah non, mais il peut se régénérer, pourquoi il se régénère pas, tu vois. Oui, mais peut-être que... Je pense qu'il a pris, c'est un parti pris vraiment brut pour dire non, mais ne vous inquiétez pas, il y a cette mécanique, on s'en sert, voilà, on est content, il n'est pas mort. Et puis au contraire, s'il est encore vivant, c'est-à-dire qu'il peut encore sauver l'humanité et être en harmonie avec elle. Il peut être un gardien de l'ombre. Voilà. Il peut être ça, c'est vrai, il peut être justement ce fameux... Purée, mais j'ai viens de comprendre. Mais oui, mais t'as raison. Mais oui. En fait, il devient littéralement Superman. Parce que il se régène en Islande qui est dans un monde des neiges. Où est-ce que Superman a son palais? Et oui, sur la banquise. Sur la banquise. Donc, je pense que... en fait, non, c'est encore plus du génie. En fait, c'est juste le géant qui a eu son statut de dieu, de mythe. Voilà, comme Superman, il a eu son statut de mythe, de dieu, avec justement cette statue de symbole d'espoir et de symbole de paix, justement. Et je pense, justement, que c'était la caractérisation ultime du personnage. En fait, non, Brad Bird, c'est un génie, hein. Surtout que ça renvoie complètement à la scène dans la grange où Hogarth, il lui montre les comics, et tu vois qu'il y a vraiment Superman et Atomo, et du coup, c'est là, il a vraiment choisi entre les deux comics. Le robot auquel il ressemble,
il a quand même choisi le super-héros qui sauve les gentils. D'ailleurs, fun fact, j'ai appris beaucoup plus tard, enfin j'ai fait le lien beaucoup plus tard que Superman appartenait à Warner, et du coup c'est normal, c'est normal qu'il Mais oui, c'est apparaisse pour dans le ça qu'il n'y a film. pas eu de problème. Pas eu de Voilà, problème, qu'il n'y je a pas eu de pensais. problème. Enfin, moi, je connaissais rien avant l'histoire des Mm. licences, mais c'est vraiment depuis, je sais pas, quand je suis arrivé sur Paris, je commençais un peu à voir des films que je connaissais. C'est à comprendre qu'il y avait des studios qui avaient des licences et tout. Je dis, mais attends, mais Superman, ça appartient à Warner. C'est pour ça qu'on peut le voir dans Géant de Fer. Mais surtout, encore une fois, là où il se régène la première fois, c'est dans une ferme qui peut être représentée comme la ferme des C'est vrai. Kent. Dans Superman, c'est encore Dans plus lequel du il a génie. été recueilli, ouais. D'ailleurs, c'est Hogarth qui le dit lui-même. Il dit, bah, tu vois, Superman, c'est un mec un peu comme toi. Et au début, il est venu de nulle part et on l'a recueilli, et effectivement, dans une grange. Donc là, la boucle est vraiment Mais en bouclée. fait, c'est du génie, mais j'ai encore augmenté un peu plus ma note sur les Turbo, je vous le dis. Hein. Putain, mais, Finalement, j'en rajoute un demi-point. Hop non, mais là. en fait, là, non, mais en fait, je remarque en plus de bonnes choses là que j'aurais cru dans le Géant de Fer. C'est vraiment exceptionnel. Il y a tellement de choses géniales en fait dans ce film de Brad Bird qui fait que c'est juste génial. Pareil, à la C'est fin, on comprend qu'il se met à voler. Ça arrive assez proche de la fin, en fait, qu'on découvre qu'il vole. En même temps, c'est un peu nouveau pour lui aussi, parce que vu qu'il se rappelle de rien, il dit ah merde, c'est vrai que je vole. Et la scène est très cool parce que c'est la mère qui découvre vraiment la grandeur du robot à ce moment-là. Ah oui, Parce que je crois que la première fois qu'elle le voit, c'est dans la grange, donc ok, c'est une sculpture. Elle se demande est-ce que c'est vraiment une sculpture et tout. Après, je crois pas qu'elle le voit en ville. Ah si, parce qu'il a sauvé les gamins. Donc effectivement, elle l'a déjà vu aussi. Et c'est pour ça qu'elle part chercher Hogarth parce qu'il s'est barré. Mais là, c'est vraiment où tu vois toute la hauteur du bazar. C'est vraiment quand il s'envole. tout le Qui fait d'ailleurs mysticisme, tout écho, comme je ça. trouve, à un autre film d'animation que j'aime beaucoup, c'est le premier film Bob l'éponge, où t'as un peu une scène similaire où ils sont au bord de la falaise et t'as un énorme truc qui descend cette fois. Donc c'est marrant de faire les liens entre les deux, même si c'est pas du tout le même studio, mais C'est pas du tout le même les deux studio, scènes mais sont c'est très marrantes. bien. Mais c'est un très bon film, le film Bob l'éponge, hein, je vous recommande. Le premier surtout, que le Ah premier. oui, le premier est très Le très. premier est très très bien, je me souviendrai toujours de David Hasselhoff en bateau, ça me fera toujours rire. Vraiment, ce film est génial, mais tout comme le Géant de Fer. Enfin, le Géant de Fer, c'est tellement c'est tellement efficace. C'est ça, c'est efficace. Le montage, comme on en parlait, il est très bon parce que, en fait, là, en le revoyant, j'ai essayé de me concentrer là-dessus parce que c'est déjà quelque chose qui ressortait quand je voyais le film. Mais là, je me dis, bon, je vais vraiment faire attention. Et non, il est vraiment efficace. Il n'y a rien qui est acheté et rien qui est en surplus. Tous les dialogues, toutes les scènes, tout s'enchaîne pour raconter quelque chose, pour poser des pierres pour la suite. Par exemple, le pêcheur, tu découvres l'histoire du pêcheur. Hop, c'est juste un petit dialogue à côté du dialogue principal qui est entre Dean et Hogarth. Et hop, il place le petit dialogue avec le pêcheur qui se fait un peu maltraiter parce que personne ne le croit. Après, en plus, ça rajoute quoi? Ça rajoute que Dean, lui, il s'interpose en disant moi aussi je l'ai vu. Hop, ça caractérise tout le personnage pour dire que lui, c'est un mec sympa, qu'il aime bien un peu soutenir les gens un peu fous. Tu vois, c'est tellement efficace, dans la moindre phrase sert à quelque chose, c'est trop bien. Non, c'est super. Et pour conclure un petit peu, moi, Le Géant de Fer, c'est un film poétique, empreint d'émotion, d'innocence, véhiculant de super nobles messages, vraiment. Il ne manquera pas, bien évidemment, plusieurs reprises de donner à nous, spectateurs, les larmes aux yeux. Voilà. Ah, Tellement il est efficace dans sa manière de présenter les choses. Et pour les petits, mais aussi pour les grands, pour tout le monde, il nous fera verser une larme, tellement ce film est extraordinaire. Est-ce que tu veux en rajouter quelque sachant, chose au petit alors en peu? sachant qu'il existe une signature édition, j'ai découvert ça vraiment. La dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'était en 2021. Il y avait une séance. Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'était bien ça. C'est en 2021, il y avait une petite séance. Déjà en 2021? Attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une séance spéciale à Montreuil et en fait, c'était la signature édition. Et quand je m'en suis rendu compte, pour dire à quel point le film il m'est vraiment resté en tête, c'est qu'il y avait des scènes, je dis, mais attends, mais je les ai jamais vues ces scènes. Et donc, je me suis renseigné, effectivement, il y a des scènes qui ont été rajoutées pour la sortie Blu-ray de 2015, du coup. Ah, Et du coup, il y a 6 minutes, je crois, un truc en plus. Alors, il n'y a pas grand-chose, il y a 2 scènes vraiment supplémentaires. Donc, c'est la scène de juste après que l'écureuil ait fait tout le bazar dans le diner. En fait, il y a Dean qui vient discuter avec la mère, qui s'excuse et tout, et qui font connaissance. Et donc déjà, ça rajoute de ouf, parce que moi, un des défauts du film, c'était que l'histoire d'amour, elle apparaissait un peu de nulle part à la fin. Et en fait, non. Avec la version donc Director's Cut, en fait, c'est la version longue, on va dire. Il y a des petits ajouts comme ça qui font, tu comprends qu'en fait, dès le début, ils s'aimaient bien.
Donc c'est pour ça que quand ils se revoient, c'est normal qu'ils s'apprécient plus et petit à petit, après ils finissent par sortir ensemble. Et une autre scène aussi qui est intéressante, c'est le robot quand il dort, il fait un raid et en fait tu vois ce qui s'est passé sur sa planète. Donc un peu comme Superman, encore une fois, qui repense à la chute de Krypton plutôt. Krypto c'est le chien. Et là en fait tu vois qu'il y a plein de robots justement comme il est à la fin, plein d'armes qui tirent dans tous les sens. Et en fait il y a une énorme guerre sur sa planète et que c'est sans doute pour ça qu'il l'a quitté. Et donc du coup pour lui c'est juste des sortes de flashbacks et il comprend pas trop. Et en fait cette figure du robot tueur, tu la revois à la fin et tu te rends compte en fait c'était comme c'est son espèce quoi. C'est ce qu'il y avait sur sa planète. Et donc la director's cut et tout. Et oui, il y a aussi un tout petit détail qui est assez amusant. À un moment, il y a, alors je sais plus qui regarde la télé, je crois que c'est Dean qui regarde la télé, peut-être, et il regarde un programme qui a été changé en fait dans la director's cut. Alors au début, c'était un programme un peu lambda, genre fausse émission ou faux téléfilm, parce qu'en fait à la base, Brad Bird voulait un extrait de Tomorrowland. Et à l'époque, Disney n'avait pas voulu céder la licence. Donc il dit bon tant pis, on va mettre autre chose. Et entre-temps, quand il a fait sa ressortie Blu-ray, Disney a dit OK. Donc du coup, là, il a pu mettre le logo Tomorrowland, qui est du coup d'autant plus fun parce qu'il a réalisé le film Tomorrowland, Brad Bird. Donc c'est ça qui est très drôle dans l'histoire. Et donc à la fin du générique de Signature Édition, tu vois, ils ont rajouté un petit texte en disant il y a une équipe de 6 personnes qui ont animé spécialement pour cette édition des scènes en plus que vous n'avez jamais vues au cinéma et tout. Ouais. Et donc c'est la version Blu-ray que je lorgne avec la petite figurine, les cartes postales et tout. Incroyable en tout cas. Est-ce que tu as un autre point à rajouter ou est-ce que tu as fait tout le tour? La dernière chose... Ah ouais, si je voulais juste caler la petite rêve, c'est que pour le coup, le design du robot a été inventé par Joe Johnston, qui est donc entre autres le réalisateur de Jumanji, Captain America. Et donc ce design est devenu mythique, qu'on a revu dans Ready Player One, Space Jam 2. Et donc c'est assez marrant quoi, de se dire le lien entre les trucs sont assez insolites. Quoi. Et c'est vrai que j'ai oublié d'oublier ce petit détail. C'est vrai que tu nous avais parlé un petit peu de ton monde de l'animation, que tu avais travaillé dans l'animation, mais c'est vrai que dans le film Le Géant de Fer, Brad Bird imposait l'utilisation du logiciel After Effects à ce moment-là. Et je trouve ça génial parce qu'ils avaient peu de moyens, il y avait beaucoup d'économies à faire et du coup il s'est dit vous allez tous utiliser le logiciel After Effects pour faire le film. C'est incroyable parce que After Effects c'est vraiment mon logiciel. After Effects qui en plus à cette époque était dans ses balbutiements, c'était le début. Oui. After Effects, il est sorti en 92, il a le même âge que moi. Donc voilà, mais c'était encore au tout début, c'est pas le After Effects que vous connaissez aujourd'hui. C'est vraiment un After Effects qui était encore rudimentaire à l'époque, et le fait que Brad Bird ait eu l'idée déjà à cette époque, en 97, d'utiliser After Effects pour gagner du temps et pour qu'on puisse avoir des rendus plus intéressants, notamment pour l'incrustation du géant, de faire, c'est encore d'autant plus exceptionnel. Oui, il mélange les images en 2D avec la 3D du robot. C'est ça. Et d'autant plus qu'il est fan d'animation, parce qu'il a bossé un peu avec Disney, en tout cas, il connaissait des gens de chez Disney. Et notamment, alors je sais plus les noms de... je sais plus. Enfin, il y a 2 des 9 grands sages de Disney. Les Nine Old Men, ils ont un caméo dans le film. Les vieux. Ils ont un petit dialogue, exactement, les 2 vieux du train. Les 2 vieux du train, en fait, ils sont doublés par les vrais animateurs de chez Disney, donc c'est assez marrant. La petite rêve, quoi. Qu'on les retrouve d'ailleurs dans Les Indestructibles. D'ailleurs, c'est les mêmes. Qui sont de retour, dans Les Indestructibles. Qui sont de retour dans Les Indestructibles. D'ailleurs, c'est la petite patte de Brad Bird. Il aime bien les mettre. Et je crois que dans Les Indestructibles 2, ils y sont encore, je crois, en caméo. Je sais plus sûr. Pas du tout. Je sais plus sûr. Je crois que j'ai un souvenir qu'ils reviennent dans le 2. Mais je sais que dans Ratatouille, non, ils n'y est pas. Ils n'y sont pas. C'est le seul d'ailleurs où ils y sont pas. Peut-être que si. Je dis peut-être des bêtises que Ratatouille, ils sont peut-être encore. Bon, ils y sont quasiment dans tous les films d'animation de Brad Bird, c'est sûr, parce que c'était un peu leur mentor. C'est eux qui lui ont vraiment tout appris à Brad Bird. Donc, ce qui est quand même pas un mauvais mentorat, pour avoir un des 9. C'est pas les stagiaires, quoi. C'est pas les stagiaires, c'est quand même. C'était celui qui avait fait l'animation de Pinocchio, si je me souviens bien, et de La Petite Sirène, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas quelqu'un de mauvais.
c'est pas le dernier mauvais. Et en plus, petite anecdote, Brad Bird avait déjà travaillé avec Pixar à l'époque en tant que animateur, enfin en tant que lead animateur pour Rox et Rookie. Voilà. Ah, C'était lui. C'était lui qui avait fait qui était le lead animateur, voilà, pour le film Rox et Rookie. Et c'est vrai qu'on ressent sa patte, notamment dans, je trouve, dans l'angulation un petit peu des mouvements. Je trouve que Hogarth a un peu repris les mêmes mouvements assez spécifiques d'une certaine un certain rythme d'animation, je trouve. Voilà, il a un certain rythme d'animation où d'un coup ça se calme et d'un coup ça se réaccélère. Tu sais, ça fait un peu comme une vague. Je trouve que c'est assez spécifique aussi, de Brad Bird. Dans l'animation 2D, je trouve qu'on le retrouve très 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 souvent. Et vous pourrez faire la comparaison entre Rox et Rookie et l'animation 2D du Géant de Fer, ça se voit. Et je trouve que c'est une très belle patte. En tout cas, voilà, les derniers points. Hogarth, il a une super anime, surtout quand il a sa crise de suractivité parce qu'il a bu du café, là, c'est incroyable avec les petites mains et tout. Il arrête pas de parler. Même le doublage, je l'ai beaucoup vu en français, mais en tout cas, la voix française, je sais plus qui c'est Paul, je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas son nom. Et très très bonne VF aussi. De toute façon, c'est une VF de professionnel. Je suis obligé de la placer. Et je peux rajouter aussi une dernière anecdote avant de donner ma conclusion. C'est que j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est vraiment là, en faisant mes recherches un peu. Il faut savoir que le Géant de Fer, c'est un peu le projet parce que, pas de bol. En gros, à la toute base, Brad Bird, lui, il voulait faire quoi ? Il voulait faire Reagan. Warner a dit bof. Il a dit ce que j'avais envie de raconter dans Reagan, je vais le mettre dans le Géant de Fer. Et c'est marrant parce que Reagan sort cette année ou prochainement, en tout cas sur Netflix. Donc, comme quoi, il faut jamais laisser tomber ses rêves. 30 ans, quasiment 30 ans quasiment après. 30 ans après, aussi, 30 ans après, parce que 97, c'était à l'époque où ils ont commencé la prod. Et oui, donc c'est là où il a dû abandonner Reagan pour faire le Géant de Fer. Donc oui, ça fait 30 ans. Ça va faire 30 ans, ouais. C'est assez drôle. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de le voir, notamment à Annecy, il y aura sûrement des extraits. Ah, tu vas avoir hâte de voir ça. Ouais. Alors, c'est peut-être pas sûr que j'aille à la conf Netflix, mais j'ai ma meilleure amie qui bosse pour moi, pour mon autre blog SVOD, qui verra en tout cas. Ok, très 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 bien en tout cas. Et sinon, le mot de la fin, on y vient enfin. Ah, le mot de la fin. Les gens se sont endormis et je suis encore là. Faut savoir que, comme je disais, moi c'est arrivé un peu à force de le revoir que je me suis dit, en fait, c'est lui en fait mon film préféré, parce qu'il y a tout dedans. Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai rencontré et que je connais un des superviseurs d'animation du film. Ah! Et oui, grâce à Miraculous. Donc vraiment, tout est lié là. C'est vraiment le meilleur truc pour conclure. Tous ceux qui se sont plaints de l'arc Miraculous, vous l'avez bien profond maintenant. Eh oui, moi je vous le dis, vous l'avez bien profond. C'était pas pour rien. Tout est lié. C'est qui du coup? Alors, en gros, quand j'étais sur Miraculous, à partir de saison 3-4, directeur de prod a changé. C'est devenu Emmanuel Franck. Donc voilà, notre nouveau directeur qui a remis un peu d'aplomb la série qui était en train de battre de l'aile. Et il faut savoir qu'il a un frère qui s'appelle Stéphane, donc Stéphane Franck, qui lui vit à Los Angeles et qui est en fait animateur, qui a notamment créé, c'est lui qui a créé Chien Froussard, là, Courage. En tout cas, il a fait une série pour Cartoon Network qui avait beaucoup marché à l'époque. Bref, et voilà, il a été beaucoup sur l'animation, il a fait des trucs de Schtroumpf, il a machin. Et du coup, dans son background, j'ai découvert qu'il avait fait, il a supervisé l'animation du Géant de Fer. Et donc, il se trouve qu'en 2019, je suis parti au Comic-Con de New York. Et c'est là où j'en ai parlé à mon boss, parce que je dis, voilà, je suis de tel jour à telle date, je suis plus là, quoi. Je suis à New York, il dit, je suis au Comic-Con, il dit, tu vas voir mon frère. Comment ça, ton frère? Ah oui, il écrit des comics et tout, il a un stand, n'hésite pas à le voir, lui saluer et tout. Je dis, let's go. Et donc, une fois au Comic-Con de New York, je vais effectivement à son stand, on discute, on sympathise. Le mec, il a un label de comics qui s'appelle oui, je crois que c'est Dark Planet. Donc, c'est de comics indépendants. Et donc, il a une série, en tout cas à l'époque, une série phare qui s'appelle Silver, qui est donc un mélange entre Ocean's 11 et Dracula. Plutôt sympa. Donc, du coup, il m'a filé les premiers tomes et tout. Enfin, le gars, il avait une promo, c'était 2 tomes achetés, 1 offert ou 1 à moitié prix. Il m'a filé les 4 pour le prix de 2. Donc vraiment, le mec, on se connaît depuis un quart d'heure. Déjà, il me régale. Et en plus, il me les a tous signés, donc vraiment adorable. Il régale le Faro. Voilà. Et donc, du coup, quand je dis, vous êtes... faut savoir que mon film préféré, c'est le Géant de Fer. Et t'as bossé dessus, donc
un grand moment. Et qu'est-ce qui se passe? Il vendait des lithographies du géant de fer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a signé une lithographie du géant de fer. Donc, un grand moment aussi. Et donc, voilà, on a papoté et tout. Après, j'ai laissé un peu bosser parce que bon, j'étais pas tout seul au Comic-Con. Et du coup, j'ai eu la chance de le revoir quand je suis allé cette fois à Los Angeles, pour le coup, en 2024. Donc, on a mangé un bout dans un resto et là, il m'a vraiment raconté sa vie. C'était incroyable. Il a tellement d'anecdotes, notamment, il connaissait George Lucas aussi. Il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il m'a raconté aussi un peu les backgrounds de la production du Géant de Fer, comme quoi, voilà, c'était un moment où Warner s'en foutait complètement de faire un film. Donc ils ont dit, oui, vas-y, carte blanche, fais ce que tu veux. Et voilà, quand on laisse faire quelque chose, quand on laisse les pleins pouvoirs à des artistes, en général, ça se passe bien. Si on met pas trop de contraintes budgétaires et pas trop de, enfin si pour le coup budgétaire ça l'a pas aidé, mais en tout cas de limites artistiques au moins il a pu faire ce qu'il voulait. Même si attention George Lucas lui aussi a eu carte blanche et c'était pas toujours au rendez-vous, mais voilà. Donc voilà, je suis content grâce à Miraculous, j'ai pu rencontrer un des superviseurs d'animation de mon film préféré. Voilà. C'est quand même assez exceptionnel dans tous les cas. Mais avant de nous quitter, petit point jeu. Et ouais, le retour du jeu. La nouveauté. Le retour du jeu. Alors ça doit faire, mais je ne sais combien de temps que je vous ai pas refait un petit peu de jeu. Mais je suis content de inaugurer son retour. Enfin, inaugurer le retour, exactement. Je vais te poser 2 petites questions. On va voir si tu connais le film parfaitement. Mais les questions pièges. On disait, alors justement, tu nous avais parlé justement du projet que voulait faire avant le Géant de Fer, notre ami Brad Bird, qui était, je n'ai plus le nom, tu vas me le redire. Ray quoi déjà? Raygun, voilà, merci. Voilà. Raygun, mais du coup Raygun, squeezé, au revoir, félicitations, mais il faut savoir que Brad Bird n'était pas la première chose que imaginait Warner. Enfin, Warner n'avait pas imaginé faire le Géant de Fer de cette façon avant que Brad Bird arrive dans le projet. Oui. Il faut savoir que il a été imaginé d'une autre manière, le Géant de Fer. Est-ce que tu sais comment ils avaient imaginé? Effectivement. À la toute base, en fait, Warner a acheté en 97 justement les droits de l'adaptation du livre et ils voulaient en faire une comédie musicale. Ce à quoi Brad Bird a dit bof les gars. Bof, on va pas faire une comédie musicale, vous êtes tarés. Voilà, donc il a viré les chansons et il a plutôt raconté un peu son histoire là un peu tragique. Histoire plus personnelle, hein. Histoire plus personnelle, voilà. Il a essayé de rendre le film plus personnel qu'il ne devait l'être à l'époque. En le plaçant en plus dans le contexte de la guerre froide des années 50 qui est exceptionnel et qui est très très bien. En plus, voilà, petite anecdote, la comédie musicale, ça devait être avec Pete Townshend, donc du groupe The Who. C'était quelque chose. Moi, j'aurais adoré. En tout cas, j'aime beaucoup The Who, mais bon, là, je suis très heureux que ce film ne soit pas devenu une comédie musicale. C'est vrai que ça aurait été pas du tout le même truc. Il aurait été peut-être un peu plus oubliable, finalement. Il aurait été même oublié. Voilà, tout simplement. Il aurait été oublié surtout si il y avait eu le même marketing derrière. Ah oui, là. Si vraiment c'était genre de film, un projet qu'ils ont fait un peu dans le vide, si en plus c'était un truc un peu trop mainstream et déjà vu et revu, oui, effectivement, là, il aurait été oublié de chez nous. Il aurait été oublié, il aurait peut-être même presque pu aller en direct ou DVD et être abandonné. Ah oui. Ça aurait pu être terrible pour ce film, et heureusement que Brad Bird est venu à la rescousse tel Superman. Bravo. Et oui, finalement. Bravo. Tout est lié. Tout est lié, mais tout est lié de toute façon, ce film est exceptionnel. En tout cas, et la deuxième et dernière question. Et alors là, attention, j'espère que tu es très chaud, puisque oui, on le sait, vous le savez maintenant, c'était Vincent Gasoil, Vin Diesel, himself, j'aime bien faire cette blague à chaque fois, qui a été choisi pour incarner le Géant de Fer, son tout premier grand rôle au cinéma. Enfin, à l'époque, c'était pas vraiment un grand rôle, mais qui aujourd'hui... 26 ans après, on peut considérer que c'est un excellent rôle, un très gros rôle, et dont ça lui va très bien. Hein, les grands géants qui parlent très peu ou qui n'ont qu'une réplique, Groot aussi, c'est un spécialiste en la matière. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient pressenties pour doubler le Géant de Fer. Est-ce que tu as une petite idée de qui aurait pu doubler ce Géant de Fer? Les personnes. Il y en a 4. Parce que je savais que
Oula, Qui en ont- trouver les 4. Parce que je sais que Vin Diesel, ils l'ont repéré grâce à Soldat Ryan. Donc quand on le voit en C'est fond, vrai. là, C'est vrai. C'est vrai que quand il est donc vraiment en ils fond, sont fond, basés hein. sur peu de matériel, ce qui finalement a bien joué, mais C'est du Duflair. Hein. Parce que ah oui, là, vraiment, on le ça- voit quasiment pas hein, dans le film. oui, je sais même pas s'il a des répliques, en fait. Parce que moi, je l'ai Je pas ne sais encore pas. vu, Soldat Ryan, donc j'avoue. Mais alors moi, ça Ouais, fait c'est trop longtemps, mais je ne crois pas. Je pense qu'il doit y avoir une ou deux répliques, mais Surtout si c'est pour doubler un personnage, s'ils ont aucun matériel de vocal, c'est compliqué. à moins qu'ils se sont basés sur le physique du gars, ils se sont dit ah Ouais. lui faire le géant de fer là, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Tu vois, ils se disent ouais, lui il va faire une belle voix lui. Mais Peut-être babouliner de fer. voilà exactement. Mais non, il y en a 4. Il y en a 4. Il va falloir deviner les 4. Est-ce Waouh. que tu as une idée? Je crois qu'il y avait. Alors, je sais pas si c'est pour le géant de fer, mais il y avait pas Sean Connery qui était un peu dans Oui. les petits papiers. Ah, Tout à ok, fait. donc, Sean Connery, il était pressenti Ok. pour le géant de fer. Quand même, Sean Connery, hein, qui aurait pu faire le géant de fer. Ça aurait donné quelque chose. Hein. Bah, il aurait pu faire le général à la fin aussi, hein, ça pouvait marcher. Hein. Bah, j'aurais plus vu voilà, dans le général, par exemple. Oui. Pas le géant de fer, directement. Après les autres, j'avoue, j'ai pas. C'est des grosses voix de personnages extrêmement connus. Ah, c'est des personnages mythiques. Alors, il y en a un, c'est aussi un gros robot. Voilà, pour donner un peu... il a doublé un autre gros robot très connu. Un robot. Quelle saga? C'est une saga? Ah, oui, c'est une saga. Ah, un robot. Attends, parce que j'allais dire. Ah non, c'est pas C3PO. Parce que c'est un gros robot, t'as dit? Un gros robot. C'est pas Anthony Daniel de C3PO. Non. Et c'est Star Wars ou pas? Non, c'est pas Star Wars. Aïe, aïe, aïe. Gros, grand robot, massif robot. Massif robot. Ah, des massifs, là. Attends. C'est Ah oui, attends, mais il y a quoi un énorme robot à Paris Gundam? Attention, là, est-ce que je te donne un gros indice? Je dis pas non, parce que là. Qui se transforme. Un robot qui se transforme, mais c'est le genre de fer. Mais- Attends. Ah putain, c'est un Transformers? Ah bah oui. Ah bah oui, je suis con. Attends, les Transformers, il y a qui? Bah, c'est Optimus, j'imagine. Et oui, c'est Attends, c'est Optimus qui? C'est Prime. Peter. Oui, déjà, t'as son Cullen. prénom. C'est Peter Cullen, Oh, putain, c'est exactement. lui. Peter Oh. Cullen, Oh, il monsieur est sorti d'outre-tombe de mon cerveau, les. Monsieur Optimus Prime, hein, qui aurait été aussi Ah pressenti. oui, ça aurait été très très stylé aussi, j'avoue. Ah, lui, Pour le petit il avait lien, la voix de l'emploi. Il avait la voix de Ah bah l'emploi. oui, là, il l'aurait bien casté. Attends, d'ailleurs, est-ce qu'il y avait déjà des Transformers à cette époque? Non. Oui. Hein. Ah non? C'est pas encore pas la série. Attendez. Ah oui, les vieilles séries, mais je... Ah oui, attends. Quand Il était déjà dans le film de 86, donc si. Il avait déjà fait Optimus Prime. Donc, effectivement, ils se sont dit, oh, et Optimus, Géant de fer, c'est des robots, ça passe. Et d'ailleurs, il avait fait juste après Bourriquet. Voilà, il fait Bourriquet dans Willy Le jour et la Monson. nuit, quoi. Voilà. il est monsieur Optimus Prime le jour et Bourriquet la nuit. Voilà. Effectivement. Voilà ce qu'il est. Il t'en reste deux. Il t'en reste deux personnages. L'un qui a fait un immense personnage connu dans la série télé. Je pense pas que tu aurais son prénom, mais je pense que son personnage, tu peux le trouver. Série télé, attention. Alors, série télé j'imagine de cette époque, a priori. Oui, il est là, on est à son prime. Je pense qu'on commence à arriver à son prime là, de cette série télé. Dans les années 2000, fin 90, début 2000, là, on commence à être dans le prime de cette série. Attends. Série animée, là, du coup, qui était à cette époque. Série télévisée. Série télé, ouais. Ah, série télé, mais animée ou télé? Animée, oui. Animée. Ah, animée, ok. Série télé animée. Dessin animé. Oui, c'était le prime. Oui, on est arrivé au prime de cette série d'animation. Et là, putain, il en a même fait plusieurs. Hein. Attends, j'arrive même pas à situer les séries. Série américaine. Je l'aide un peu. Série américaine. Oui, je me doute que c'était américain. Parce que... Non, c'est pas Transformers. Là, on parle bien d'une série télé d'animation américaine. Est-ce qu'on a un indice sur le thème au moins de la série? C'est détective, mystère, on peut dire. Voilà. Ah, j'allais dire Batman, c'est 92. Mais non, c'est pas détective mystère dans ce sens-là. Ah. Monstre. Ah, d'autres détectives. Je vais mettre monstre aussi. Ah, avec des monstres. Avec des monstres. Monstre, mystère, détective. Ah putain, ah oui, c'est Mystery Machine, les Scooby-Doo. Oui, Scooby-Doo. Putain, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Je sais même pas le nom d'acteur. Qui faisait la voix du Scooby. Qui fait la voix de Scooby. Ah voilà, j'ai aucune idée. Scooby-Doo. Ouais, je me doute. Bah déjà en français, je sais même pas si je l'ai, alors la version américaine. C'est Monsieur Frank Welker. Ah ok, ah ouais, genre jamais. Frank Welker, la voix de Scooby. De Scooby.
Incroyable. Scooby. Le géant de fer nourri au Scooby Squee, ça aurait été incroyable. Scooby. Après, ils auraient pu, c'est Warner. Et oui. Et en plus, qui faisait aussi la voix de Fred. Dans certains. Pas tous, quand je vois, mais la plupart. Ok. Il fait la voix de Scooby et de Fred, voilà. Mais la plupart du temps, c'est en tant que Scooby. Il a fait aussi une fois la voix de Jerry dans Tom et Jerry. Oh, ah oui, Tom et Jerry, grand dessin animé que j'aime beaucoup aussi. Un grand dessin animé. Il a fait aussi le rôle de Shao Kahn dans Mortal Kombat. Ça, c'est si. Voilà, Ok. Voilà, il a fait beaucoup de choses. Il a fait aussi une fois Garfield. Ah Il ouais. a fait Garfield une fois. Ah oui, il est chaud, lui, en fait. Et Il y a les chats, les chiens, et il y a tous les râteliers. il aime bien, hein, il aime bien ça, ce que je vois, mais c'est une carrière très très longue. Hein. Il a une très très longue carrière. J'ai l'impression que les grosses stars des séries d'animation, elles étaient à tous les râteliers. Ah oui, c'est assez. Tant mieux, d'un côté. Mais... C'est assez hallucinant. Et enfin, le dernier, je voulais garder lui pour la fin. Ah. Lui, je pense que tu peux le trouver, c'est une voix mythique. Moi, mythique. Ah, mythique. Il y en a beaucoup quand même de voix mythiques. Oui, mais là, je pense que si on parle de voix mythique, lui arrive vraiment dans les 3 premiers, quoi. C'est vraiment une vraie voix mythique. J'allais dire Mike. Ah non, merde, j'allais dire Morgan Freeman, mais c'est plus sa voix française qu'on connaît. Mais... Voix mythique, on le connaît vraiment pour sa voix, pas un acteur qui a interprété une voix. Vraiment surtout. C'est vraiment un doubleur. Ah bah alors là, voix mythique, doubleur. En plus, en comédien de doublage, j'avoue, je suis qui a fait les plus grands personnages du cinéma. C'est quoi le cinéma déjà, je n'exagère même pas. Même pas en disant ça. Il y a peut-être l'un des personnages les plus connus de l'histoire du cinéma. Oula. Un des personnages les plus connus aussi de l'animation. Et voilà, je peux pas dire plus. Parce que là, c'est... Il y a beaucoup de personnages de cinéma qui sont connus. J'avais le plus grand méchant, c'était Dark Vador. Mais c'est... Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est un méchant, déjà? Mais est-ce que c'est pas lui? Ah, attends, oui, c'est que Dark Vador, il y avait plusieurs personnes qui sont passées dessus. Il y a à la fois le mec qui est dedans, le mec qui est dehors, le mec qui fait la voix. La voix de Dark Vador, du coup. La voix de Dark Vador. Oh, c'est comment... comment il s'appelle? Earl Jones. James Earl Jones, oui. Je me rappelle ce que c'est, je pense à la série Earl, justement. James Earl Jones, la voix emblématique, mythique de Dark Vador. Oui. Mais Dark aussi, Vador et le géant de fer, ça aurait été vraiment... Mais aussi de Mufasa. On rappelle que c'est Mufasa. Voilà, il a fait juste ça. C'est pas... des petits rôles, finalement. C'est des petits rôles, voilà, pas très connus. Du crowd, comme on dit dans le jargon. Exactement. En tout cas, mais voilà. James Earl Jones qui aurait pu faire le géant de fer, ça aurait été banger. Ça aurait été banger. Mais je trouve que moi j'adore Vin Diesel. Ils ont donné la chance au petit Vin Diesel. Moi, j'adore Vin Diesel dans ce rôle-là de gros géant qui dit pas grand-chose. Je l'adore dans Groot. Et je l'adore dans le faire. Peut-être que ce rôle lui a permis de faire Groot, hein, on ne sait pas. Ça a dû jouer. Ça a dû jouer, mais je trouve qu'il est parfait dans ce genre de rôle. C'est peut-être ses meilleurs rôles. Moi, je le dis, c'est peut-être ses meilleurs rôles. Vin Diesel, quand on découvre qu'il a fait du doublage, c'est incroyable. Il est super, hein, Vin Diesel. Il a vraiment un brin de voix qui est parfait pour ces genres de personnages-là, mystiques, gigantesques, tu vois. Il a vraiment une voix, une carrure, surtout exceptionnelle. Je trouve qu'en animation, il rend très bien. Il a fait aussi la voix de... non, je confonds. Non, il était dans Ralph, mais il jouait Baby Groot, déjà. C'est juste un caméo. Je pensais qu'il jouait une autre animation. Mais je trouve qu'il a vraiment quelque chose de très intéressant et que j'aurais aimé qu'il se développe un peu plus dans l'animation, parce que je trouve que pour des personnages gros, pour de l'anime, moi je pense gigantesques, il est parfait, quoi. Pas si mauvais. Hein. Il est vraiment très bon. Hein. Il est vraiment, vraiment fantastique. J'aime énormément sa carrure et tout, comment il met sa prestance dans ces voix-là. C'est dommage qu'il en a pas fait plus, parce que tu vois, des films d'animation où tu as des personnages qui ont besoin d'un peu de coffre et tout. Purée, Vin Diesel, il s'en sortirait, mais à merveille, quoi. Je vous le dis. Hein. Ah, mais clairement. Je ne plaisante pas. Hein. Je ne plaisante pas. C'est ses meilleurs rôles. Voilà. Le géant de fer et Groot. Qu'est-ce que vous allez dire à ça? Vous allez me dire le contraire? En tout cas, le géant de fer m'a permis d'avoir un autre film préféré aussi, c'est Quelques minutes après nuit, qui est totalement le descendant. Quoi.
C'est vrai que c'est un peu le Et pour le coup, c'est fils Groot spirituel. qui est face à lui, C'est vrai que c'est drôle. techniquement. C'est assez drôle en tout cas. Donc voilà les différentes questions. C'était ces 2 petites questions. Tu as très bien répondu. Ça va. Tu as très Écoute, bien. merci de nous avoir appris plein de choses. Et oui, en effet. Mais merci à toi aussi de nous avoir appris plein de choses, de nous avoir fait découvrir tellement de choses que tu m'as rendu un peu jaloux aussi par ton monde de l'animation. Mais c'était très... Pardon. C'était très intéressant, très passionnant. En tout cas, pour cet épisode, merci beaucoup, Johan. Ça m'a fait plaisir D'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. En vrai, j'avais un peu hâte de venir dans cette émission. Que quand j'en avais entendu parler, c'était de raconter son film. Et donc là, pour ça, je me suis mis. J'ai pu enfin rattraper mon retard et découvrir enfin le projet, donc qui est très très cool. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Johan, que vous pouvez bien sûr retrouver sur Instagram et bien sûr sur son site. Je vais ciné FR, voilà, tout simplement. Et de mon côté, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Voilà, vous me voyez faire 2-3 petites vidéos, voilà, de Kills par-ci par-là. On parle de cinéma japonais, on parle un petit peu de Twin Peaks, on parle un peu de séries, on parle un peu d'autres choses. Voilà, on parle un peu de tout, bien évidemment. Et aussi, bien sûr, j'ai un autre podcast, Les Cartons du Cinéma, qui se porte et qui bat de l'aile avec, bien sûr, mon co-animateur préféré, Love My Cinema. Il est là, il est tout beau, il est tout propre. Il est là, il fait bien son café. Le dernier épisode qui est sorti, ça doit être un épisode où on est tous les deux. Voilà, on retourne un petit peu dans les bases. Voilà, quand cet épisode sortira, ce sera un épisode où on n'est que tous les deux. On retourne aux sources, pas d'invités cette fois-ci. Mais il y a bien sûr des épisodes où il y a des invités, dont notamment Johan. C'est pas la première fois que tu viens dans les cartons du cinéma. Hein, la dernière fois que tu es venu, c'était pour parler de Disney, notamment des live-action Disney, que vous pouvez bien sûr retrouver. Un super épisode qu'on avait beaucoup aimé faire et que tu aimes bien revenir dans les cartons, bien sûr. Petite ambiance fun, tranquille, sans prise de tête cette fois-ci. Là, on est plus tranquille là-bas. Hein. Là, on est plus à la détente du côté des cartons. Ici, à travers le projecteur, voilà, c'est un peu plus sérieux, mais avec un petit peu un côté détente. Voilà, et ça nous fait plaisir en tout cas. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi. C'est ta voix qui nous détend. C'est ma voix qui détend, en effet. Effet thérapeutique, je pense que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement elle est thérapeutique. Voilà. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast et ainsi, bien sûr, que le podcast Les Cartons du Cinéma sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien évidemment YouTube. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, comme d'habitude, le dimanche à midi. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!